Le ciel gris de novembre pesait lourdement sur Londres, tel un linceul de soie couleur de fer, s'appuyant sur les toits tachés de suie et les rues étroites, avec un poids qui semblait presque tangible, presque cruel dans son insistance sur la mélancolie. Dans la maison de ville de Belgrave Square, une adresse respectable qui dissimulait, comme tant d'adresses respectables, une multitude de chagrins privés, Lady Catherine Hartwell se tenait devant la fenêtre de ce qui avait été autrefois le petit salon de sa mère, observant les branches squelettiques des platanes frissonner dans le vent glacial. Elle avait 24 ans, bien qu'elle se sentît des décennies plus âgée, vieillie non par les années, mais par cette érosion particulière qui vient de la perte aggravée par la dépendance, d'un deuil aiguisé par l'incertitude. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qui avait emporté ses 2 parents sur une route détrempée par la pluie dans le Hampshire. 2 ans depuis que son monde s'était contracté, passant de l'étendue chaleureuse de Hartwell Park à ses pièces froides et exiguës dans la demeure de son oncle Edmund, où elle existait dans un étrange état crépusculaire, ni invitée, ni membre de la famille, ni maîtresse, ni servante, mais quelque chose de suspendu entre toutes les définitions, une dame de noble naissance, vivant dans des circonstances qui devenaient plus réduites chaque mois qui passait. Les robes de deuil noir avaient été rangées après la période prescrite, remplacées par des robes gris colombe et lavande que Catherine avait elle-même reprises lorsque les coutures commençaient à s'effilocher. Sa couture à la lueur des bougies, une petite rébellion contre la visibilité de son déclin. L'oncle Edmund gérait son héritage, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, la dot substantielle que son père avait établie pour son avenir, étant désormais détenue en fiducie sous l'autorité de son tuteur jusqu'à ce qu'elle se marie. Une perspective qui la remplissait d'une terreur aussi froide et pénétrante que le vent de novembre qui faisait vibrer les vitres. Gérer était le mot que son oncle utilisait, toujours avec ce sourire particulier qui n'atteignait jamais ses yeux, cette expression de sollicitude bienveillante que Catherine avait appris à se méfier aussi profondément qu'elle se méfiait des registres qu'on ne lui permettait jamais de voir. Des documents qui arrivaient et disparaissaient dans son bureau comme des secrets avalés par les ombres. Elle pressa la paume de sa main contre la fenêtre, sentant le froid du verre s'infiltrer dans sa peau, regardant son souffle embuer la vitre d'un fantôme de chaleur qui s'évanouissait presque aussi vite qu'il était apparu. Au-delà de la fenêtre, Londres se préparait pour la saison, ce rituel annuel de commerce matrimonial où fortunes et avenirs étaient négociés dans les salles de bal, où les jeunes femmes étaient exhibées comme des marchandises devant des acheteurs potentiels qui calculaient leur valeur en livres et en propriétés. Catherine avait évité le marché du mariage pendant 2 ans, prétextant le deuil, puis une mauvaise santé, puis rien du tout, car aucune explication n'était requise lorsque aucune invitation n'arrivait. Lorsque son oncle faisait discrètement savoir que sa nièce était trop accablée par le chagrin, trop délicate, trop quelque chose pour être présentée en société. Mais elle connaissait la vérité qui nichait dans sa poitrine comme une pierre, froide, lourde et indéniable. Son oncle la maintenait isolée pour des raisons qui lui étaient propres, et l'héritage qui aurait dû assurer son indépendance s'échappait comme de l'eau entre les doigts, comme l'espoir à travers les fissures de son cœur, de plus en plus désespéré. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. La découverte se fit 3 jours plus tard, un après-midi, où l'oncle Edmund était parti pour son club. Cet établissement où les gentlemen se retiraient pour mener les affaires qu'ils préféraient soustraire à l'examen féminin, et Catherine, poussée par un désespoir qui montait comme la pression derrière un barrage, se glissa dans son bureau avec des mains qui tremblaient malgré sa résolution. Elle se disait qu'elle cherchait simplement à comprendre, à avoir un aperçu de l'état de son héritage,
une explication rationnelle à la précarité croissante de sa situation et à la tension qui crispait la bouche de son oncle chaque fois que le sujet de son avenir était abordé. Mais les registres qu'elle trouva dans le 3e tiroir de son bureau, non verrouillés, négligemment, arrogamment non verrouillés, comme s'il n'avait jamais imaginé qu'elle oserait regarder, racontaient une histoire plus dévastatrice que tout ce à quoi elle s'était préparée. Les chiffres dansaient devant ses yeux, des colonnes de chiffres qui documentaient un pillage systématique, sa dot de 15 000 livres réduite en 2 ans à moins de 3 000, les retraits marqués par des notations euphémiques qui ne pouvaient dissimuler leur véritable but. Dette d'honneur, perte de jeu, investissement qui n'existait que dans l'imagination de son oncle et dans les poches de ceux à qui il devait de l'argent. Les mains de Catherine se stabilisèrent, tandis que le choc cédait la place à une fureur froide et clarifiante, le genre de colère qui consume toute émotion périphérique et ne laisse qu'une compréhension cristalline, et elle était encore là, le registre ouvert devant elle, lorsque la porte du bureau s'ouvrit et que l'oncle Edmond entra, s'arrêtant net en la voyant, son visage passant par la surprise, le calcul, pour finalement s'arrêter sur une expression de mépris condescendant. « Catherine, vous outrepassez vos droits, » dit-il en s'avançant pour lui prendre le registre des mains, mais elle recula, le tenant contre sa poitrine comme une preuve, la preuve d'un crime qu'elle avait soupçonné mais jamais confirmé jusqu'à cet instant. « Vous m'avez volé, » dit-elle, sa voix basse mais ferme, chaque mot mesuré et délibéré. 15 000 livres confiés à votre tutelle, et vous les avez joués, dépensés pour vos dettes, votre style de vie, votre... « J'ai géré votre héritage comme je l'entendais, » l'interrompit-il, son ton se durcissant, le vernis de sollicitude avanculaire se fissurant pour révéler quelque chose de plus froid en dessous. « Et je vous rappellerai que vous n'êtes pas en position de remettre en question mes décisions. Nièce, car vous restez sous mon autorité jusqu'à ce que vous vous mariiez, et à ce sujet, j'ai d'excellentes nouvelles. » La façon dont il dit « excellente » glaça le sang de Catherine, et elle le regarda se diriger vers son bureau, en extraire un document, le brandir comme s'il s'agissait d'un cadeau plutôt que d'une condamnation. « Lord Pemberton a accepté de vous prendre pour épouse, » continua l'oncle Edmond, et Catherine sentit le sol sembler basculer sous ses pieds, car elle connaissait Lord Pemberton, le connaissait comme un homme de 73 ans, avec 2 épouses déjà enterrées et une réputation de parcimonie qui frisait la cruauté, un homme qui voulait une infirmière et une poulinière, et ne se souciait nullement de la femme qui remplirait ces 2 fonctions. « Je ne le ferai pas, » murmura Catherine. Mais le sourire de son oncle était une lame, acérée et impitoyable. « Vous le ferez, ou vous vous retrouverez sans protection, sans nom, sans absolument rien, » dit-il doucement. « Je peux vous faire disparaître dans une pauvreté si complète que le sang noble de vos parents ne signifiera rien, ou vous pouvez épouser Lord Pemberton, assurer votre position et cesser ces questions fastidieuses sur de l'argent qui ne vous concerne plus. » Catherine resta là, le registre toujours serré dans ses mains, comprenant avec une clarté absolue qu'elle était piégée, encagée par la loi, les coutumes et son propre manque d'options, mais alors même que le désespoir menaçait de la submerger, une part d'acier en elle, héritée peut-être de sa mère, ou forgée au cours de ces 2 années de souffrance silencieuse, refusa de plier, et elle releva le menton, croisa le regard de son oncle et dit avec une dignité qui les surprit tous les 2. « Je trouverai un autre moyen. » L'invitation à la résidence Weatherby arriva 3 jours après la confrontation de Catherine avec son oncle, remise par un laquais qui semblait désolé en lui tendant le carton de couleur crème, comme s'il comprenait que les invitations à de modestes soirées étaient une piètre consolation pour la cage dans laquelle elle se trouvait piégée. Mais Catherine l'accepta avec quelque chose qui approchait une gratitude désespérée,
car c'était une évasion, aussi brève fut-elle, de l'atmosphère suffocante de la maison de son oncle et du spectre de Lord Pemberton qui hantait ses heures d'éveil. Les Weatherby étaient des parents éloignés du côté de sa mère, distingués mais pas grandioses. Leur réception des affaires intimes de 20 ou 30 invités, plutôt que les foules étincelantes dévraiment à la mode, et c'était précisément cette modestie qui rendit la présence de Catherine possible, l'oncle Edmund l'écartant d'un revers de main, comme ne valant guère la peine d'être empêché, alors que le temps qui lui restait en tant que femme libre était si limité. Elle portait sa plus belle robe, une soie grise qui avait appartenu à sa mère, et qu'elle avait ajustée à sa silhouette plus menue, et en entrant dans le salon des Weatherby, avec ses meubles confortables bien que démodés, et ses invités qui parlaient de livres et de politique plutôt que simplement de ragots et de mode, elle sentit quelque chose se détendre légèrement dans sa poitrine, une petite mesure de la suffocation s'apaisant. C'est près de la table des rafraîchissements, alors qu'elle se tenait seule à examiner le modeste assortiment et à essayer de se faire discrète, qu'elle sentit le poids d'une observation et se retourna pour trouver un homme qui la regardait avec une intensité qui aurait dû être inconvenante, mais qui était en quelque sorte simplement évaluatrice, ses yeux de la couleur de l'ardoise en hiver, son maintien d'une autorité indubitable même dans l'immobilité. Elle le reconnut instantanément, bien qu'il n'ait jamais été présenté. Sebastian Thornfield, duc d'Ashbourne, un homme dont la réputation le précédait comme un vent froid, connu dans toute la société comme brillant, riche et absolument sélectif dans ses fréquentations. Un homme qui avait refusé une douzaine de partis avantageux et s'était tenu à l'écart des machinations matrimoniales du Ton avec une constance qui frisait la légende. « Vous êtes Lady Catherine Hartwell », dit-il en s'approchant d'elle avec une franchise qui contournait tous les préliminaires d'usage, sa voix basse et mesurée, et quand elle confirma son identité d'un petit hochement de tête, il continua « Je vous observe depuis un quart d'heure, et vous n'avez engagé aucune conversation sur le temps, la mode ou la qualité du teint de quiconque, ce qui fait de vous soit une personne remarquablement disciplinée, soit quelqu'un de sincèrement désintéressé par la monnaie d'échange habituelle du discours mondain. » Catherine sentit une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Pas de l'espoir, précisément, mais une sorte de reconnaissance, comme si voici quelqu'un qui pourrait comprendre l'épuisement de feindre la normalité quand son monde s'effondrait. « Je trouve, » dit-elle prudemment, croisant son regard avec une assurance qui la surprit, qu'il y a des sujets plus substantiels dignes d'attention que la coupe de la robe de quelqu'un ou la probabilité de pluie, bien que j'avoue que de telles opinions font de moi une piètre compagnie dans la plupart des salons. Quelque chose changea dans son expression, pas tout à fait un sourire, mais un adoucissement, et il dit « Au contraire, Lady Catherine, de telles opinions font de vous la seule compagnie dans cette pièce que j'ai le moindre intérêt à fréquenter. » Et ainsi commença une conversation qui alla de la littérature gothique aux implications philosophiques du progrès industriel, de l'éthique de la gestion des terres à la poésie de Wordsworth, une conversation dans laquelle Catherine sentit son esprit se déployer comme quelque chose qui avait été comprimé trop longtemps, et elle remarqua, avec une clarté presque douloureuse, la façon dont le duc écoutait vraiment, comme si ses pensées avaient une valeur au-delà de leur utilité à flatter ses propres opinions. Et quand la soirée se termina et qu'il s'inclina sur sa main avec une formalité qui transmettait néanmoins quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, Catherine retourna à la maison de son oncle avec le début dangereux et fragile d'un espoir prenant racine dans le sol aride de son désespoir. Le duc d'Ashbourne arriva à la maison de ville de l'oncle Edmund par un matin gris où le brouillard était si épais dans les rues de Londres que le claquement des sabots des chevaux semblait assourdi et lointain, et Catherine, debout à la fenêtre de sa chambre, regarda sa voiture approcher avec un enchevêtrement d'émotions
qu'elle ne pouvait pas tout à fait démêler, car elle avait pensé que leur conversation à la résidence Weatherby était un moment singulier, beau et anormal, non le début de quelque chose qui pourrait s'étendre à son présent désespéré. Elle fut convoquée au salon 20 minutes plus tard pour trouver son oncle dans un état d'agitation à peine contenu, son col légèrement de travers et ses yeux brillants d'un calcul qui lui serra l'estomac d'appréhension. Tandis que Sébastien se tenait près de la cheminée avec cette même qualité de calme absolu qu'elle avait observée auparavant, comme s'il existait dans un royaume où les anxiétés ordinaires des mortels ne pouvaient l'atteindre. « Sa grâce a fait une proposition des plus inattendues, » dit l'oncle Edmund, les mots sortant avec un étrange mélange de suspicion et d'empressement, comme un homme à qui l'on présente un cadeau qu'il ne peut tout à fait croire non empoisonné. « Il a demandé votre main en mariage, Catherine, avec des termes qui sont... » Et ici il s'arrêta, son expression suggérant qu'il trouvait les termes à la fois incompréhensibles et fortuits, des plus inhabituels. Les yeux de Sébastien croisèrent les siens à travers la pièce, gris et ferme, ne révélant rien, et il dit avec une formalité qui semblait néanmoins porter un message plus profond. « J'ai informé votre oncle que je n'exige aucune dot, aucun arrangement, aucun accord financier que ce soit, Lady Catherine, car mon intérêt pour cette union n'est pas de nature pécuniaire. » Et Catherine sentit les mots atterrir comme des pierres jetées dans une eau dormante, créant des ondulations d'implication qu'elle ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Le rire de son oncle était cassant, incrédule. « Votre grâce, sûrement un arrangement. » Mais Sébastien l'interrompit avec une autorité tranquille qui ne souffrait aucune discussion. « Aucun arrangement, monsieur Hartwell, au-delà du consentement de Lady Catherine, que je préférerais solliciter en privé, si vous vouliez bien nous accorder un moment. » Le renvoi était clair malgré sa formulation courtoise, et l'oncle Edmund, pris entre l'offense d'être congédié dans sa propre maison et le soulagement à la perspective d'être libéré à la fois de Catherine et de son obligation envers Lord Pemberton, se retira avec mauvaise grâce, les laissant seuls dans le salon miteux où les meubles montraient leur usure et les rideaux pendaient légèrement de travers. Catherine retrouva sa voix, bien qu'elle sortît moins assurée qu'elle ne l'aurait souhaité. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, car c'était la seule question qui importait, la seule question qui pouvait possiblement englober l'offre déconcertante et impossible qu'il venait de faire. « Pourquoi feriez-vous ? Je n'ai rien, pas de fortune, pas de relation qui pourrait bénéficier à un homme de votre rang, et nous nous sommes parlé une fois, une seule conversation, et maintenant vous apparaissez en proposant le mariage sans attente de... »« C'est vous que je veux, pas votre argent, » dit Sébastien, tranchant à travers son flot de paroles avec une clarté presque brutale dans sa franchise, et quelque chose dans son expression changea, une fissure dans ce calme parfait révélant quelque chose d'intense et de soigneusement contrôlé en dessous. « J'ai entendu les rumeurs sur votre situation, Lady Catherine, les chuchotements sur le jeu de votre oncle et les attentes de Lord Pemberton, et je vous offre une alternative, un mariage de partenariat plutôt que de transaction, car dans notre conversation, il y a 3 nuits, j'ai vu une femme d'intelligence et de dignité qui mérite mieux que d'être vendue pour régler les dettes d'un autre homme. » Catherine le dévisagea. Son esprit parcourant les possibilités et les implications, cherchant le piège ou le coup caché, car rien dans son expérience ne suggérait que les hommes, en particulier les hommes puissants, offraient le salut sans attendre quelque chose en retour, mais ses yeux restèrent fixés sur les siens, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension, et elle sentit l'espoir et la suspicion se livrer bataille dans sa poitrine, alors qu'elle demandait, la voix à peine plus qu'un murmure, « Qu'attendez-vous de moi, votre grâce ?» et vit quelque chose de compliqué traverser ses traits avant qu'il ne réponde.
Seulement ce que vous choisirez librement de donner, Lady Catherine, seulement cela. Sébastien lui rendit visite l'après-midi suivant. Arrivant avec une bienséance qui semblait presque absurde étant donné la nature extraordinaire de leur arrangement, et Catherine le reçut dans le petit salon où la lumière était grise et incertaine, son oncle s'étant commodément absenté après avoir clairement exprimé son attente qu'elle accepte l'offre du duc, car l'alternative, Lord Pemberton ou la misère complète, restait non dite mais comprise. Elle avait passé la nuit dans un tumulte de pensées, examinant la proposition de Sébastien sous tous les angles comme une gemme qui pourrait se révéler être du verre sous un examen approprié, et quand il entra dans la pièce avec ce même maintien contrôlé, elle se surprit à l'étudier avec une nouvelle intensité, cherchant le calcul ou la cruauté qui devait sûrement se cacher derrière une telle offre, car son expérience lui avait appris que le salut n'arrivait pas sans coup. « Vous avez des questions, dit-il, ne s'asseyant pas avant qu'elle ne l'y autorise d'un geste, sa formalité rendant d'une certaine manière le moment à la fois plus et moins intime. Je me méfierais de vous si vous n'en aviez pas, Lady Catherine, car accepter une proposition d'un quasi-inconnu requiert soit le désespoir, soit la sottise, et je ne crois pas que vous possédiez la seconde. » Sa franchise raffermit quelque chose en elle, et elle demanda, la voix soigneusement contrôlée, « Que voulez-vous vraiment de ce mariage, votre grâce? Vous parlez de partenariat et d'intelligence, mais les hommes de votre position se marient pour des alliances, des héritiers. Une dynastie. À quelle fin puis-je servir qui ne pourrait être mieux servie par une femme apportant richesse et relations plutôt que simplement conversation et compétence? » Quelque chose vacilla dans son expression, et il resta silencieux un long moment avant de répondre. « Mon domaine est vaste, Lady Catherine, et il requiert une gestion qui va au-delà des registres et des rotations de culture. Il requiert quelqu'un qui puisse voir les tenanciers comme des personnes plutôt que des ressources, qui puisse prendre des décisions d'une complexité à la fois pratique et morale, à qui l'on puisse confier une responsabilité réelle plutôt que de simples devoirs d'ornement. » Et elle entendit la vérité dans ces mots, mais aussi une évasion. Le sentiment qu'il lui offrait des morceaux d'une image plus grande, tout en gardant l'ensemble soigneusement obscurci. « Et vous avez déterminé tout cela à partir d'une seule conversation ?» demanda-t-elle, incapable de retenir le scepticisme de sa voix, et vit sa bouche se courber en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Je suis un observateur attentif, Lady Catherine, et j'ai bâti ma fortune et entretenu mes domaines grâce à ma capacité à évaluer le caractère rapidement et précisément. Dans notre conversation, j'ai vu un esprit qui engage plutôt qu'il ne flatte, une âme qui a été comprimée par les circonstances mais non brisée, et une dignité qui persiste malgré des conditions réduites. » Il fit une pause, ses yeux gris retenant les siens, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « J'ai vu quelqu'un que je pourrais respecter, et le respect est un fondement plus rare pour un mariage que la fortune. » Catherine sentit les mots s'installer en elle, leur poids à la fois rassurant et troublant, car elle sentait des couches de signification auxquelles elle ne pouvait pas encore accéder, des motivations qui restaient cachées derrière son honnêteté prudente. « Et si j'accepte, dit-elle lentement, qu'attendriez-vous? Que serait notre mariage ?» Sa réponse vint sans hésitation, mais avec une réserve qui confirma son soupçon qu'il ne révélait pas tout. « Un partenariat, Lady Catherine, une union des esprits et des desseins, sinon de la passion, un arrangement qui vous donnerait liberté et sécurité et me donnerait une duchesse capable de partager les fardeaux de ma position. » L'expression « sinon de la passion » la frappa avec une force inattendue, clarifiant quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à considérer, que ce serait un arrangement pratique, un sauvetage, mais pas une romance, et elle se sentit sotte pour la petite déception rapidement réprimée qui accompagna cette prise de conscience. Elle l'étudia,
Cet homme qui offrait le salut sans exiger la reddition et prit sa décision avec le pragmatisme né de choix limités et d'une dure expérience. « J'accepte votre proposition, votre grâce, dit-elle, et vit le soulagement et quelque chose de plus compliqué traverser ses traits, bien que j'avoue le faire avec plus de questions que de réponses, et je me garderai en conséquence. » Il hocha la tête, comme s'il n'en attendait pas moins, et quand il suggéra qu'il se marie dans 3 semaines, Catherine accepta, fermant la porte sur Lord Pemberton et la maison de son oncle, tout en ouvrant une autre sur un avenir incertain avec un homme dont les motifs restaient partiellement obscurs, un étranger qui deviendrait son mari. Et elle sentit l'espoir et la méfiance s'entrelacer dans sa poitrine comme des vignes autour d'un treillis, soutenant et contraignant dans une égale mesure. Les semaines précédant, le mariage passèrent dans une étrange suspension, comme si Catherine existait entre 2 vies, n'appartenant ni entièrement à la maison froide de son oncle, ni encore revendiquée par l'avenir qui l'attendait, et Sébastien lui rendait visite chaque après-midi, avec une régularité qui aurait été banale dans une cour ordinaire, mais qui semblait extraordinaire, étant donné la nature pratique de leur arrangement. Arrivant toujours à 2 heures lorsque l'oncle Edmund était commodément absent à son club, ses pertes s'accumulant et son soulagement face au départ imminent de Catherine devenant plus évident chaque jour. Sébastien l'emmenait se promener dans le petit parc à 3 rues de là, où les feuilles d'automne avaient viré au bronze et à l'or et gisaient en tas le long des sentiers, et leur conversation couvrait des sujets qui révélaient des facettes qu'elle n'avait pas prévues. Ses opinions sur la réforme agraire et le bien-être des tenanciers, ses pensées sur l'éducation et les responsabilités du privilège, des discussions sur la poésie et la philosophie qui s'appuyaient sur ce premier échange à la résidence Weatherby et s'étendaient en quelque chose de plus riche et de plus complexe. Elle remarqua des choses chez lui pendant ses promenades, de petits gestes qui témoignaient d'une prévenance qu'elle n'avait pas anticipée, la façon dont il se positionnait entre elle et la rue, la protégeant des voitures qui passaient et de leurs éclaboussures, comment il modérait sa plus longue foulée pour s'adapter à son rythme sans attirer l'attention sur cet accommodement. Le matin, où il arriva avec un volume de Wordsworth qu'elle avait mentionné admirer, une première édition qu'elle soupçonnait être assez précieuse, présentée avec une grâce désinvolte, comme si de tels cadeaux étaient sans conséquence. Il lui apportait aussi des fleurs, non pas les roses de serre ostentatoires que les prétendants offraient généralement, mais des chrysanthèmes d'automne d'un bordeaux profond, et quand elle exprima sa surprise face à son choix, il dit simplement « Il semblait vous convenir, beau mais résistant, s'épanouissant lorsque les fleurs plus délicates se sont fanées. » Et elle sentit le compliment s'installer dans sa poitrine comme une chaleur se propageant d'un charbon. Ce qui la surprit le plus, cependant, fut son intérêt sincère pour ses opinions, la façon dont il sollicitait ses pensées sur des questions de gestion de domaine avec un sérieux qui suggérait qu'il avait vraiment l'intention de faire d'elle une partenaire dans de telles décisions, décrivant des situations parmi ses tenanciers et demandant comment elle les aborderait, écoutant ses réponses avec une attention qui lui fit sentir, pour la première fois en 2 ans, que son esprit était apprécié plutôt que simplement toléré. Elle se surprit à attendre ses visites avec une intensité qui l'effrayait. Vérifiant l'horloge de la cheminée à l'approche de 2 heures et sentant son pouls s'accélérer au son de sa voiture dans la rue, et elle essaya de réprimer l'attirance croissante qui fleurissait, traîtresse et non désirée, dans sa poitrine, car il avait été clair, partenariat, respect, arrangement pratique, sinon de la passion, et elle ne serait pas assez sotte pour confondre sa prévenance avec quelque chose de plus profond, ne répéterait pas l'erreur des femmes à travers l'histoire qui confondait la considération avec l'amour et se retrouvait le cœur brisé lorsque la vérité se révélait. Pourtant, dans des moments d'inattention, elle se surprenait à observer la façon dont la lumière de l'après-midi touchait son profil,
à remarquer la rare douceur qui apparaissait dans son expression lorsqu'il parlait de son domaine, à sentir quelque chose de dangereux et d'espérant palpiter lorsque leurs mains se frôlaient accidentellement et qu'il ne retirait pas immédiatement la sienne, et elle se demandait avec un mélange égal de désir et de crainte si ce mariage lui apporterait la sécurité, mais laisserait son cœur perpétuellement désireux de quelque chose qu'il n'avait jamais promis de donner, si elle échangeait une forme de souffrance contre une autre plus exquise, parce qu'elle serait auto-infligée, née non de la cruauté d'un autre, mais de son propre espoir insensé, que le partenariat pourrait d'une manière ou d'une autre se transformer en quelque chose de plus. Le mariage eut lieu par un matin gris de novembre, dans une petite chapelle près de la maison de son oncle, la cérémonie simple mais élégante dans sa sobriété, et Catherine, vêtue d'une soie ivoire empruntée qui avait appartenu à sa mère, sentit la qualité surréaliste du moment l'envahir, tandis qu'elle prononçait les vœux qui la lieraient à un homme qu'elle connaissait depuis quelques semaines à peine, un étranger qui deviendrait son mari en droit, sinon encore en vérité. L'oncle Edmund y assista avec une fausse grâce qui dissimulait à peine son soulagement, sa satisfaction de se débarrasser de ses responsabilités et de ses dettes en une seule transaction efficace, et elle sentit sa présence comme une ombre à laquelle elle échapperait bientôt, regardant Sébastien placer un anneau d'or ouvragé à son doigt avec des mains fermes, tandis que les siennes tremblaient légèrement, ses yeux gris retenant les siens avec une intensité qui la fit se demander quelle pensée traversait cet extérieur contrôlé. Le déjeuner de noces fut bref et peu fréquenté. Seuls les témoins requis par la loi et une poignée de connaissances lointaines venues plus par curiosité que par affection. Puis ils furent dans la voiture de Sébastien, commençant le voyage vers le nord, vers le Derbyshire, le domaine d'Ashbourne et la vie qui l'y attendait, et Catherine sentit la ville s'éloigner derrière eux comme des chaînes qui se brisent, chaque kilomètre mettant de la distance entre elle et la maison froide, où elle avait été diminuée et rejetée pendant 2 interminables années. Elle regarda le paysage changé par la fenêtre de la voiture pendant leur voyage, les pierres grises de Londres cédant la place à une campagne vallonnée, touchée par la main approchante de l'hiver, les arbres maintenant presque nus et les champs bruns de la fin des récoltes. Et elle se surprit à jeter des regards furtifs à Sébastien, qui était assis en face d'elle, avec une tension qu'elle n'avait pas observée lors de leur promenade de cour, une distance s'installant sur lui comme du givre, comme si l'acte de se marier avait créé une barrière plutôt que d'en supprimer une. Il fut poli pendant leur voyage, soucieux de son confort lors des arrêts pour changer de chevaux, mais l'aisance de leur conversation dans le parc avait disparu, remplacée par une courtoisie formelle qui lui serra la poitrine d'appréhension, et elle se demanda si elle avait commis une terrible erreur, si le prétendant attentionné n'avait été qu'une performance, et si l'étranger distant à ses côtés était la vérité qu'elle devrait désormais naviguer. Alors que l'après-midi cédait la place au soir le 2e jour du voyage, le domaine d'Ashbourne émergea du paysage comme sorti d'un tableau, vaste et magnifique, avec sa pierre couleur miel brillant dans la dernière lumière, entouré d'un parc qui s'étendait en une nature sauvage soigneusement gérée, de chênes anciens montant la garde le long de l'allée, et la maison elle-même s'élevant sur 3 étages avec plus de fenêtres que Catherine ne pouvait en compter rapidement, assez grande pour inspirer à la fois l'admiration et la mélancolie, car quelque chose dans sa beauté semblait solitaire, comme si la maison elle-même pleurait une absence qu'elle ne pouvait encore nommer. La voiture remonta l'allée circulaire et s'arrêta devant l'entrée principale où le personnel de la maison s'était rassemblé en un accueil formel, et Sébastien l'aida à descendre avec une courtoisie impersonnelle avant de la présenter à Madame Dawson, la gouvernante dont les yeux bruns et chaleureux et le maintien maternel offrirent le premier véritable réconfort que Catherine avait ressenti depuis la cérémonie, la révérence de la femme plus âgée respectueuse,
mais son sourire atteignant ses yeux, alors qu'elle disait « Bienvenue chez vous, votre grâce. Nous sommes si heureux que vous soyez venus. » Et Catherine sentit quelque chose se détendre légèrement dans sa poitrine à ces mots, à la suggestion qu'ici, dans cette belle et mélancolique maison, elle pourrait trouver quelque chose qui ressemblait à un foyer, bien que ce que serait son mariage entre ces murs restât incertain, le duc à ses côtés, maintenant sa formalité prudente et distante. Un étranger une fois de plus, malgré l'anneau, qui les liait désormais en droit et en nom, sinon encore en cœur. Madame Dawson conduisit Catherine à travers des couloirs qui semblaient s'étirer à l'infini, la maison étant vaste, au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé, passant devant des pièces dont elle ne pouvait que deviner l'usage jusqu'à ce qu'elles atteignent les appartements de la duchesse dans l'aile est. Et la gouvernante ouvrit la porte sur des appartements qui étaient beaux et élégants et totalement, dévastateurement séparés de l'endroit où Sébastien dormirait, le salon décoré dans des tons doux de bleu et de crème avec des fenêtres donnant sur le parc, la chambre au-delà pourvue d'un lit à baldaquin et de meubles qui parlaient de confort féminin, mais aussi de solitude, d'une duchesse qui habiterait sa propre sphère, à l'écart de son mari. Catherine parvint à garder son sang-froid, tandis que Madame Dawson lui montrait les diverses commodités, le cabinet de toilette et la sonnette pour appeler sa femme de chambre, mais la déception s'installa, froide et lourde, dans sa poitrine, car elle avait su que c'était un arrangement pratique, mais une partie insensée d'elle avait espéré que le mariage pourrait apporter de l'intimité, que l'homme attentionné, qui s'était promené avec elle dans le parc, voudrait la voir près de lui, et ces appartements séparés semblaient une déclaration de la distance qui définirait leur union. Sébastien apparut brièvement au départ de la gouvernante. Ses manières formelles, alors qu'il demandait si les pièces étaient satisfaisantes, si elle avait besoin de quelque chose. Sa politesse parfaite et impersonnelle, comme si elle était une invitée plutôt que sa femme. Et quand elle demanda avec une neutralité prudente où se trouvaient ses propres appartements, il désigna vaguement l'aile ouest, tout à fait de l'autre côté de la maison, dit-il. Et elle comprit que la distance physique était intentionnelle, une frontière qu'il avait établie et qu'elle n'était pas invitée à franchir. Elle se demanda en silence si elle n'était qu'un ajout ornemental à sa maisonnée, une duchesse de nom qui gérerait les affaires domestiques et apparaîtrait à ses côtés lorsque nécessaire, mais resterait fondamentalement séparée de sa vie intérieure, et la peur qui l'avait tourmentée pendant leur cour revint avec une force renouvelée, celle d'avoir échappé à une forme d'emprisonnement pour n'entrer que dans une autre, plus dorée mais tout aussi isolante. Après que Sébastien se fut retiré avec une légère inclination et des vœux de repos après le voyage, Catherine explora ces nouvelles pièces avec une mélancolie croissante, découvrant les touches attentionnées qui avaient été préparées pour son arrivée, des fleurs fraîches sur le secrétaire et des livres qu'elle avait mentionnés appréciés placés sur les étagères, preuve d'une considération qui rendait la séparation d'autant plus pénible, car elle suggérait qu'il se souciait assez de son confort, mais pas assez pour la vouloir vraiment près de lui. Plus tard, alors qu'une femme de chambre l'aidait à s'habiller pour le dîner, Catherine s'aventura dans le couloir et découvrit qu'une aile de la maison était verrouillée. Une série de portes au fond du couloir scellées par une lourde serrure qui parlait de secrets délibérément gardés, et quand elle s'enquit, l'expression de la femme de chambre se ferma, et elle dit seulement que ces pièces avaient été fermées depuis le décès de la défunte duchesse, et que sa grâce préférait qu'on ne les dérange pas, ce qui ne répondait à rien, et soulevait une douzaine de nouvelles questions sur les ombres qui habitaient cette belle maison. Le dîner fut servi dans une salle à manger qui aurait pu accueillir 30 personnes, mais qui semblait caverneuse avec seulement 2, Catherine assise à une extrémité de la longue table et Sébastien à l'autre, la distance entre eux à la fois littérale et métaphorique, alors qu'ils échangeaient des politesses sur le domaine, le voyage et des sujets insignifiants qui effleuraient la surface de tout ce qui était important,
et elle l'observait à travers l'étendue d'acajou et d'argent, et sentait le gouffre entre eux s'élargir à chaque échange prudent et courtois. Lorsque le repas interminable prit fin, et que Sébastien se leva avec des vœux formels pour sa bonne nuit, Catherine se retira dans ses appartements et se tint à la fenêtre, regardant le parc assombri, la beauté de son environnement incapable de dissiper l'incertitude qui se resserrait autour de son cœur, se demandant quelle serait sa vie dans cette grande maison solitaire, si elle trouverait un but au-delà d'être la duchesse de Nons, si l'homme qui l'avait choisie la laisserait jamais s'approcher assez pour comprendre pourquoi il se tenait si prudemment à l'écart. Et alors qu'elle se préparait pour le lit, seule dans des pièces qui semblaient trop grandes et trop vides, elle se demanda si ce mariage lui apporterait la sécurité au prix d'une autre sorte de souffrance, la douleur d'exister à côté de quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais vraiment atteindre, à jamais séparée, malgré les vœux qui les liaient. Le matin arriva avec une pâle lumière d'hiver filtrant à travers les fenêtres de la chambre, et Catherine se réveilla au doux coup frappé par madame Dawson, qui entrait avec du thé, et l'annonce discrète qu'il y avait des affaires domestiques requérant l'attention de la duchesse dès que sa grâce se sentirait prête à s'en occuper. Et bien que Catherine se sentît à la dérive dans cette grande maison inconnue, avec un mari qui se tenait prudemment à distance, elle reconnut l'offre pour ce qu'elle était, un but, une occupation, un moyen d'être utile plutôt que simplement ornemental dans sa cage dorée. Madame Dawson s'installa à ses côtés dans le salon avec des registres et de la correspondance, ses manières chaleureuses mais respectueuses, alors qu'elle expliquait que la duchesse précédente, la mère de Sébastien, était décédée 5 ans auparavant et que depuis lors, la gestion féminine du domaine avait été quelque peu négligée, non par mépris délibéré, mais par la simple absence d'une femme pour superviser les comptes de la maison, le bien-être des tenanciers et les 100 petits détails qui font fonctionner une grande maison en douceur, et Catherine sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine à la prise de conscience qu'il y avait là un travail qui comptait. Une responsabilité qui donnerait forme à ses journées au-delà de se demander ce que deviendrait son mariage. La gouvernante parla de la mère de Sébastien avec une affection évidente et un chagrin persistant, décrivant une femme douce qui avait aimé le domaine et ses habitants. Et Catherine enregistra cette information sur la femme dont elle occupait maintenant les appartements, sentant qu'il y avait des profondeurs dans cette histoire que les mots prudents de madame Dawson ne faisaient qu'esquisser, des ombres qui expliquaient peut-être une partie de la distance de Sébastien, bien qu'elle ne pût pas encore en voir toute la forme. Catherine passa la matinée à examiner les comptes et les arrangements du personnel, découvrant qu'elle avait une aptitude naturelle pour l'organisation qui avait été gaspillée dans la maison de son oncle où on ne lui avait permis aucune occupation significative, et l'après-midi, madame Dawson suggéra des visites à certaines familles de tenanciers pour que la nouvelle duchesse puisse se présenter, et Catherine accepta avec un empressement qui la surprit, avide de connexion et de but après 2 ans d'isolement et ses premiers jours solitaires à Ashbourne. Les chaumières des tenanciers étaient disséminées sur le domaine, des structures bien entretenues qui témoignaient d'un propriétaire qui se souciait du bien-être de ses gens, même s'ils se tenaient émotionnellement distants, et Catherine fut reçue avec une chaleur prudente qui devint sincère, alors qu'elle écoutait leurs préoccupations. Posait des questions réfléchies et prenait des notes sur les réparations nécessaires, les maladies des enfants et la douzaine de petites choses qui affectaient leur vie quotidienne. Et elle vit dans leurs yeux un espoir que peut-être cette nouvelle duchesse serait comme la dernière, quelqu'un qui les voyait comme des personnes plutôt que de simples sources de loyer. Madame Cooper, à Rose Cottage, offrit du thé et raconta comment la défunte duchesse était venue lors de la naissance de son plus jeune, apportant du linge et restant pour aider lorsque l'accouchement s'était avéré difficile, et M. Pemberton au moulin mentionna comment sa grâce avait l'habitude d'apporter des livres pour ses filles, qui aimaient lire, et avec chaque histoire,
Catherine comprit plus clairement le vide que la mort de sa prédécesseur avait laissé, et l'opportunité qui s'offrait maintenant à elle de le combler, d'être importante pour ces gens, de construire quelque chose de significatif, même si son mariage restait incertain. Elle retourna à la maison principale alors que le crépuscule s'installait, fatiguée, mais se sentant moins à la dérive que depuis son arrivée, et en traversant le hall d'entrée, elle aperçut Sébastien debout dans l'embrasure de la porte de son bureau, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, quelque chose dans ses yeux gris qui aurait pu être de l'approbation, du désir ou simplement de la reconnaissance. Et bien qu'il ne dit rien au-delà d'une demande formelle sur sa journée et qu'elle répondit avec une formalité égale sur les visites aux tenanciers, elle sentit le poids de son regard la suivre alors qu'elle montait les escaliers, et elle se demanda ce qu'il pensait, en l'observant commencer à habiter le rôle de duchesse, s'il était heureux ou simplement satisfait que son arrangement pratique fonctionnait comme prévu, si une partie de lui pourrait vouloir plus que la distance prudente qu'il maintenait entre eux. La crise éclata par un matin gris de fin novembre, lorsque la nouvelle arriva que le petit Thomas Cooper de Rose Cottage était tombé gravement malade pendant la nuit, la fièvre montant si haut que sa mère craignait pour sa vie, et Catherine n'hésita ni n'attendit la permission, mais ordonna immédiatement la voiture, et envoya un cavalier chercher le docteur Matthews au village, arrivant à la chaumière pour trouver l'enfant brûlant de fièvre et luttant pour respirer, tandis que sa mère le serrait avec la terreur impuissante d'une femme qui avait déjà perdu 2 bébés et ne pouvait supporter d'en perdre un autre. Catherine retroussa ses manches et se mit au travail avec le calme et la décision qui émergeaient en elle lorsque les autres avaient besoin de sa force, puisant dans des connaissances à moitié oubliées de sa propre mère, soignant des tenanciers malades des années auparavant, des compresses froides pour faire baisser la fièvre, de prudentes cuillerées d'eau et l'assurance constante que l'aide arrivait, que Thomas irait bien, qu'elle ne partirait pas avant que la crise ne soit passée. Et elle était toujours là des heures plus tard lorsque le docteur Matthews arriva et confirma ses intuitions sur la fièvre et le traitement, et elle resta encore tandis que l'après-midi se fondait dans le soir, aidant le médecin et madame Cooper à traverser le pire, jusqu'à ce que finalement la fièvre de l'enfant tombe, sa respiration s'apaise, et la terrible tension dans la petite chaumière se relâche en un soulagement épuisé et des larmes de gratitude. Elle avait entièrement perdu la notion du temps, sa robe tachée, ses cheveux s'échappant de leurs épingles et tout son corps endolori par la fatigue, et elle n'entendit pas la voiture arriver, ni les pas s'approcher, jusqu'à ce que la voix de Sébastien perce la pénombre de la chaumière avec une intensité à peine contenue, demandant « Où est-elle » Puis il fut là, dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la peur, et leurs yeux se croisèrent à travers la petite pièce, et Catherine vit son calme soigneusement, entretenu vaciller, se fissurer, quelque chose de brut et de non dissimulé fulgurant dans son expression avant qu'il ne la maîtrise à nouveau. Il traversa la pièce jusqu'à elle et évalua rapidement la scène, l'enfant endormi respirant maintenant paisiblement, la gratitude larmoyante de madame Cooper et l'épuisement évident de Catherine, et sans un mot, il enleva son manteau et se tourna pour aider aux tâches restantes, apportant plus d'eau, attisant le feu et parlant avec une autorité tranquille au médecin des soins à poursuivre. Et lorsque sa main frôla celle de Catherine, alors qu'ils tendaient tous deux le bras pour ajuster la couverture de l'enfant, le contact envoya un choc à travers tout son corps, ses doigts chauds et forts, s'attardant un instant de plus que nécessaire, tandis que quelque chose de muet et d'électrique passait entre eux dans la pénombre éclairée par le feu. Le docteur Matthews déclara finalement qu'il resterait la nuit pour surveiller Thomas, et les assura que le pire était passé. Et Sébastien guida Catherine jusqu'à sa voiture, avec une main au creux de ses reins, qui semblait protectrice, possessive et entièrement différente de sa distance prudente habituelle.
et elle était trop épuisée pour se garder alors qu'elle s'adossait contre le siège et sentait les larmes venir, réaction, soulagement et l'émotion accablante de la journée. Et elle pensa qu'il se retirerait dans la formalité comme toujours. Mais au lieu de cela, il se rapprocha, lui offrit son mouchoir et dit d'une voix rauque d'émotion réprimée : « Vous avez été magnifique, Catherine, absolument magnifique. » Et l'admiration dans son ton lui coupa le souffle, car c'était réel, pas poli, la première chose totalement honnête qu'il lui avait dite depuis leur mariage. La voiture se déplaçait dans l'obscurité vers la maison principale, et elle sentit son regard sur elle dans les ombres, sentit la tension entre eux se transformer en quelque chose de plus dangereux et de plus prometteur, et elle rassembla son courage et dit doucement : « Je n'aurais pas pu faire autrement, ce sont nos gens, notre responsabilité. » Et le mot « nos » flotta dans l'air entre eux, chargé de sens, une affirmation de partenariat, et elle le vit lutter visiblement contre les murs qu'il avait construits autour de lui. Le vit commencer à parler, puis s'arrêter et recommencer. « Catherine, je... » Mais quelle que soit la confession qui tremblait sur ses lèvres, elle resta inexprimée, car il se retira à nouveau dans cette exaspérante distance prudente, même si sa main restait près de la sienne sur le siège entre eux, si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur sans la toucher, et quand ils arrivèrent à la maison et qu'il l'aida à descendre, sa prise sur sa main était douce et persistante, et pleine de toutes les choses qu'il ne dirait pas. Et elle se rendit dans ses appartements séparés, se sentant frustrée, pleine d'espoir et confuse à la fois, sachant que quelque chose avait changé entre eux dans cette chaumière, qu'elle avait vu au-delà de son armure l'homme en dessous, mais sans savoir si cet aperçu mènerait à autre chose que cette quasi-intimité douloureuse qui devenait plus difficile à supporter qu'une distance complète ne l'aurait été. Alors que l'automne cédait la place au premier souffle de l'hiver et que le givre commençait à argenter l'herbe du matin, Catherine se retrouva installée dans un rythme à Ashbourne qui était à la fois profondément satisfaisant et discrètement déchirant, car elle avait transformé la gestion du domaine dans les mois qui avaient suivi son arrivée, gagnant l'affection sincère du personnel et des tenanciers par son attention infatigable à leur bien-être et sa capacité à équilibrer la compassion avec une efficacité pratique. Et pourtant, le partenariat professionnel qu'elle avait construit avec Sébastien restait juste cela, professionnel, courtois, marqué par un respect croissant, mais toujours limité par la distance prudente qu'il maintenait comme un mur qu'elle ne pouvait franchir, peu importe combien elle le désirait. Leurs soirées avaient développé un schéma qu'elle chérissait et trouvait tortueux à la fois, se réunissant dans la bibliothèque après le dîner où le feu jetait une lumière dorée sur les livres reliés en cuir et les fauteuils confortables, où ils lisaient en silence complice, ou discutaient des événements de la journée, ou jouaient aux échecs avec une compétitivité amicale qui lui faisait parfois oublier la douleur dans sa poitrine. Et ces heures étaient les meilleures de ses journées, car ici, Sébastien se détendait progressivement, ses traits austères s'adoucissant alors qu'il débattait de philosophie ou de littérature, son rare sourire apparaissant lorsqu'elle faisait un coup habile sur l'échiquier ou offrait une observation qui le surprenait, et elle amassait ses sourires comme des choses précieuses, des preuves que sous sa réserve prudente vivait un homme de chaleur, d'humour et de sentiments profonds qu'il ne lui permettait tout simplement pas d'atteindre pleinement. Elle était tombée amoureuse de lui, complètement et sans espoir, quelque part entre cette nuit à la chaumière des tenanciers et ces soirées tranquilles dans la bibliothèque, était tombée amoureuse de son intelligence, de son intégrité et des aperçus de tendresse qu'il montrait quand il pensait qu'elle n'observait pas, la façon dont il écoutait les préoccupations des tenanciers avec une attention sincère, le soin qu'il prenait dans les décisions du domaine qui affectaient la vie des gens, le chagrin qui assombrissait parfois ses yeux quand il la regardait comme s'il désirait quelque chose qu'il croyait ne pas pouvoir avoir,
et l'amour de Catherine était une douleur douce et constante sous son sternum, grandissant de jour en jour tout en restant entièrement inexprimée, car elle sentait qu'il n'était pas prêt à l'entendre, que quelque chose dans son passé l'avait si profondément blessé qu'il ne pouvait pas encore risquer la vulnérabilité, peu importe ce qu'elle voyait se refléter dans ses yeux gris lors de leurs moments d'inattention. Le domaine était vraiment devenu le sien au cours de ces mois. Elle connaissait chaque famille et leurs circonstances, avait réorganisé les comptes de la maison et amélioré l'efficacité, tout en s'assurant que le personnel était bien traité, avait créé une petite école pour les enfants des tenanciers, une bibliothèque de prêt et une douzaine d'autres améliorations qui rendaient la vie quotidienne meilleure pour ceux qui dépendaient d'Ashbourne, et elle ressentait de la fierté pour ce travail, se sentait utile, nécessaire et appréciée. Mais oh, elle voulait plus que le respect et le partenariat, voulait le droit de toucher le visage de son mari et de lisser la tension qui le sillonnait, voulait se réveiller à ses côtés plutôt que seule dans ses grands appartements séparés, voulait qu'il la regarde avec désir plutôt qu'avec cette émotion compliquée qu'il gardait si soigneusement enfermée. Et ce désir devenait presque insupportable alors que l'intimité émotionnelle grandissait dans leurs conversations du soir, tandis que la distance physique restait absolue. Il ne la touchait jamais au-delà des courtoisies les plus formelles, ne laissait jamais sa main s'attarder ni sa garde tomber, sauf dans ces rares moments qui semblaient le surprendre autant qu'elle, et Catherine se retrouvait prise entre la gratitude pour ce qu'elle avait, sécurité, but, compagnie, respect, et le désir de ce qu'elle n'avait pas, et elle se demandait, avec un désespoir croissant, si ce demi-mariage prudent était tout ce qu'elle connaîtrait jamais, si les démons de Sébastien le garderaient à jamais enfermé loin d'elle, si elle devait accepter ce partenariat confortable et cesser de désirer l'impossible, cesser d'espérer qu'un jour il pourrait l'aimer comme elle l'aimait, cesser d'imaginer ce que ce serait s'il se laissait enfin l'atteindre à travers l'espace prudent qu'il maintenait entre eux comme un gouffre qu'elle pouvait voir mais pas traverser. La curiosité de Catherine pour l'aile verrouillée était passée d'un léger intérêt à un besoin dévorant au fil des semaines, car elle représentait tout ce que Sébastien lui cachait, et elle se disait que comprendre son passé pourrait lui donner la clé pour atteindre son présent, pour franchir ces murs qu'il maintenait si soigneusement autour de son cœur. Et l'occasion se présenta par un après-midi gris de décembre, lorsque Sébastien était parti inspecter des travaux de drainage dans les champs éloignés, et que madame Dawson avait pris son après-midi pour rendre visite à sa sœur au village, laissant Catherine seule dans la maison silencieuse avec la correspondance du domaine à gérer. Elle s'était rendue au bureau de Sébastien pour récupérer les registres qu'il avait mentionnés ce matin-là, et en fouillant son bureau impeccablement organisé à la recherche du bon volume, sa main frôla une petite boîte en bois nichée au fond d'un tiroir, et à l'intérieur de cette boîte se trouvait une unique clé en fer sur un ruban délavé, et elle sut avec une certitude absolue quelle serrure elle ouvrirait, même si sa conscience lui murmurait qu'elle franchissait une limite, violait l'intimité qu'il avait silencieusement exigé qu'elle respecte. Mais son besoin de le comprendre submergea ses scrupules, et elle prit la clé avec des mains tremblantes, et se dirigea à travers les couloirs silencieux vers l'aile verrouillée qu'elle avait passée des dizaines de fois sans y entrer. La clé tourna en douceur malgré des années de désuétude, et la porte s'ouvrit sur une longue galerie épaisse de poussière et d'ombre, où des housses de Hollande drapées sur les meubles formaient des silhouettes fantomatiques dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres voilées, et Catherine se déplaça dans l'espace avec une tristesse croissante, en découvrant les vestiges d'une vie délibérément préservée et abandonnée simultanément. Trouvant d'abord une galerie de portraits où des générations d'ancêtres Thornfield la dévisageaient depuis des cadres dorés avec des expressions allant de sévères à bienveillantes, mais son souffle se coupa entièrement lorsqu'elle atteignit le plus grand portrait.
un groupe familial qui montrait Sébastien, garçon d'environ 12 ans, debout à côté d'une belle femme aux yeux tristes et au sourire doux, tandis qu'un homme au visage froid, avec les traits de Sébastien rendus cruels et durs, se tenait à l'écart de deux, et le langage corporel dans ce tableau racontait sa propre histoire d'isolement et de malheur malgré la composition formelle. Elle s'enfonça plus profondément dans l'aile et trouva les appartements préservés de la défunte duchesse, des pièces figées dans le temps comme si leur occupante pouvait revenir à tout moment. Et c'est là que Catherine découvrit les journaux intimes, des volumes reliés en cuir empilés sur un secrétaire, et bien qu'elle sût qu'elle ne devait pas les lire, elle ne put s'empêcher d'en ouvrir un, puis un autre, entraînée dans la chronique douloureuse d'une femme qui avait été mariée à 18 ans pour son énorme dot à un homme qui n'avait voulu que son argent et méprisait tout le reste chez elle, qui l'avait traitée avec une cruauté systématique déguisée en civilité, qui avait brisé son esprit année après année, par le mépris, la froideur et la communication claire qu'elle n'était appréciée que pour ce qu'elle avait apporté au mariage et jugée insuffisante à tous autres égards. La duchesse avait écrit sur son fils Sébastien avec un amour féroce et protecteur, sur sa terreur qu'il ne devienne comme son père, sur ses tentatives de le protéger de la pire nature de son père, et les dernières entrées, juste avant sa mort, parlaient de son soulagement que le vieux duc soit mort le premier et de son espoir désespéré que Sébastien ne laisserait pas le poison de son père détruire sa capacité à aimer, qu'il ne confondrait pas l'obsession de son père pour les mariages avantageux et le gain financier avec de la sagesse, qu'il ne deviendrait pas froid et fermé comme une protection contre la vulnérabilité. Et Catherine resta assise dans cette chambre poussiéreuse, des larmes coulant sur son visage, alors qu'elle comprenait enfin la peur qui motivait la distance de Sébastien, comprenait qu'il l'avait épousée spécifiquement parce qu'elle venait sans fortune, l'avait choisi comme preuve qu'il était différent de son père. Mais dans sa détermination à ne pas répéter la cruauté mercenaire de son père, il s'était au contraire piégé dans une autre sorte de prison, une où il n'osait pas risquer son cœur, même avec une femme qui le chérirait, et elle pleura pour sa mère qui avait tant souffert, et pour Sébastien qui souffrait encore de blessures qu'il ne laissait pas guérir, et pour elle-même qui aimait un homme trop hanté pour accepter cet amour. Et elle n'entendit pas ses pas dans le couloir, ni ne sut qu'il était revenu plus tôt, jusqu'à ce que sa voix perce le silence poussiéreux comme une lame, prononçant son nom avec une fureur si contrôlée qu'elle sut qu'elle avait franchi une ligne d'où il n'y aurait peut-être pas de retour. Catherine se leva du secrétaire, le journal toujours serré dans ses mains. Son visage baigné de larmes se tournant vers l'endroit où Sébastien se tenait dans l'embrasure de la porte, tel un ange vengeur, son manteau d'équitation encore poussiéreux des champs et ses yeux gris brûlants d'une émotion qu'elle ne pouvait pas entièrement nommer. La fureur, certainement, mais en dessous quelque chose de plus brut et de plus désespéré, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, et sa voix se brisa sur les mots, car elle était désolée de son intrusion, mais pas désolée de comprendre, pas désolée d'avoir enfin entrevu la vérité qui avait façonné leur étrange demi-mariage, et elle le regarda entrer dans la pièce avec une précision contrôlée qui masquait à peine la tension qui irradiait de chaque ligne de son corps, le regarda balayer les appartements préservés de sa mère. Le journal ouvert dans les mains de Catherine et les traces de larmes sur son visage, et quelque chose dans son expression se fissura légèrement, la colère se fracturant pour révéler la douleur en dessous. « Vous n'aviez pas le droit, dit-il, et chaque mot était soigneusement mesuré comme s'il craignait ce qui pourrait s'échapper s'il laissait son contrôle glisser, ne serait-ce qu'un peu. Ces pièces sont verrouillées pour une raison. Ces souvenirs ne sont pas à vous d'examiner comme une curiosité dans un musée. » Mais Catherine entendit l'angoisse sous l'accusation, et elle posa le journal avec une douce révérence avant de lui faire face pleinement, ses propres larmes coulant toujours, mais sa voix ferme lorsqu'elle répondit.
J'avais besoin de comprendre, dit-elle doucement. J'avais besoin de comprendre pourquoi vous vous tenez si prudemment à l'écart, pourquoi vous m'avez épousé, mais ne vous autorisez pas à être vraiment marié, pourquoi vous me regardez parfois comme si vous vouliez quelque chose que vous n'osez pas atteindre. Et elle le vit tressaillir à ces mots, vit ses mains se serrer et se desserrer à ses côtés, comme s'il menait une bataille intérieure. Puis quelque chose se brisa en lui, et les mots commencèrent à jaillir en un torrent qui sembla le surprendre autant qu'elle. Il lui raconta tout, debout là, dans les appartements poussiéreux de sa mère, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres voilées, lui raconta comment son père avait courtisé sa mère pour son énorme dot, et rien d'autre, l'avait épousée pour un avantage financier et l'avait ensuite traitée avec un mépris à peine voilé par la civilité, lui avait fait comprendre par 1000 petites cruautés qu'elle n'était appréciée que pour ce qu'elle avait apporté au mariage et jugée insuffisante à tous autres égards, comment Sébastien avait vu sa douce mère se briser lentement sous le poids d'être mal aimée et non désirée, malgré ses efforts pour être la duchesse parfaite, comment elle était morte, avec la tristesse, assombrissant encore ses yeux, et ses derniers mots à son fils avaient été une supplique pour qu'il ne laisse pas le poison de son père détruire sa capacité au bonheur. Il s'est marié pour l'argent, et cela a fait de lui un monstre, dit Sébastien, et sa voix était devenue rauque d'émotion. Il a pris la fortune d'une femme et ne lui a donné que de la misère en retour, et j'ai juré que je ne répéterai jamais ces erreurs, que je ne me marierai jamais pour un avantage ou la richesse ou quoi que ce soit d'autre que... Il s'arrêta brusquement, se détournant d'elle comme s'il ne pouvait supporter de finir sa pensée, et Catherine s'avança lentement vers lui, prudemment, comme on approcherait une créature blessée qui pourrait s'enfuir ou frapper par douleur. « Mais ne voyez-vous pas, dit-elle doucement, se tenant assez près maintenant pour pouvoir le toucher, bien qu'elle n'osât pas encore. Vous vous êtes piégé dans une autre sorte de prison. Vous vous êtes marié pour prouver que vous n'êtes pas votre père, mais ensuite vous refusez de laisser le mariage être réel. Vous refusez de vous laisser ressentir quoi que ce soit, parce que vous êtes si terrifié de devenir ce qu'il était. » Et elle regarda ses épaules se tendre à ces mots, regarda la vérité de ceux-ci atterrir comme des coups. Il se retourna alors vers elle, et son visage était à vif, empreint de la vulnérabilité qu'il avait gardée cachée si longtemps, et il dit doucement : « Je vous ai choisi parce que vous veniez sans fortune, parce que je pouvais me prouver que j'étais différent de lui, que je pouvais désirer une femme pour son caractère et son intelligence, plutôt que pour sa dot, mais Catherine... » Et ici sa voix tomba presque à un murmure. « Je vous ai désiré dès cette première soirée à la résidence Weatherby. Je vous ai désiré avec une intensité qui me terrifie, parce que le désir mène à la possession, et la possession mène au genre de cruauté que mon père a montré à ma mère, et je ne peux pas, je ne deviendrai pas cet homme. » Catherine sentit son cœur se briser et se réparer simultanément à sa confession, comprenant enfin la terrible logique qui l'avait maintenu distant, la peur qui s'était masquée en froideur, et elle tendit lentement la main pour la poser contre sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade sous sa paume, et elle dit avec une certitude tranquille : « Le péché de votre père n'était pas de désirer votre mère, c'était de ne pas la désirer assez, de valoriser son argent plus que son cœur. Mais Sébastien, je n'ai pas d'argent que vous puissiez valoriser plus que moi. Je suis venu à vous sans rien, et vous ne m'avez traité qu'avec respect et gentillesse, et ce n'est pas le schéma de votre père, c'est le vôtre. » Elle le sentit trembler légèrement sous son contact, sentit les décennies de peur et d'autoprotection guerroyer avec le désir qu'elle pouvait voir dans ses yeux. Et bien qu'il ne l'ait pas attirée près de lui, ni déclaré ses sentiments, ni abattu les derniers murs entre eux, il couvrit sa main de la sienne et la maintint là contre son cœur, et pendant un long moment, ils restèrent ensemble dans ces appartements hantés par le chagrin de sa mère,
et Catherine sentit les premiers fils fragiles d'une connexion authentique se former entre eux, même si elle sentait qu'ils n'étaient pas encore prêts à se rendre pleinement à la vulnérabilité, pas encore prêts à risquer l'intimité qu'elle offrait, mais c'était un début, une fissure dans l'armure qu'il avait portée si longtemps, et elle serait patiente parce qu'elle comprenait enfin que sa distance n'avait jamais été due à son insuffisance, mais à sa propre terrible peur de devenir l'homme qui avait détruit le bonheur de sa mère. Et la compréhension, pensa-t-elle, était sa propre sorte de progrès vers l'amour qu'elle espérait possible un jour entre eux. Les jours qui suivirent de leur confrontation dans l'aile verrouillée s'installèrent dans un schéma qui semblait à la fois plus intime et plus fragile qu'auparavant, car Sébastien avait révélé assez de ses blessures pour que Catherine comprenne sa distance, mais pas assez pour la combler, et elle se retrouva prise dans un tourment particulier, celui d'aimer un homme qui restait juste hors de sa portée, assez proche pour être touché, mais trop sur ses gardes pour être vraiment étreint, et sa frustration grandissait non par colère, mais par un désir désespéré qui s'intensifiait à chaque soirée qu'ils passaient ensemble dans la bibliothèque, chaque conversation prudente qui dansait autour des bords d'un sentiment plus profond sans jamais plonger dans ses profondeurs, chaque moment où leurs yeux se croisaient et où elle voyait le désir dans son regard avant qu'il ne le dissimule derrière une courtoisie habituée, et elle pensait qu'elle pourrait devenir folle de cette douleur, d'aimer quelqu'un qui semblait déterminé à se protéger même au prix de leur bonheur partagé. Et c'est ainsi que par une froide soirée de janvier, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la bibliothèque comme c'était devenu leur coutume, elle près du feu avec une broderie à laquelle elle ne prêtait pas attention, et lui à son bureau examinant une correspondance qu'il ne lisait pas vraiment, Catherine sentit quelque chose en elle se briser finalement sous le poids de tous les mots non dits et des sentiments inexprimés, et elle posa sa broderie avec un soin délibéré, et prononça son nom avec assez de force tranquille pour qu'il lève les yeux de ses lettres avec surprise et peut-être la plus légère touche d'appréhension. « Je ne peux pas continuer ainsi, » dit-elle, et sa voix était ferme, bien que ses mains tremblassent légèrement sur ses genoux. « Je ne peux pas continuer à exister dans ce demi-mariage où nous sommes partenaires en toutes choses, sauf celles qui comptent le plus, où vous me regardez avec chaleur, mais ne me laissez pas m'approcher, où nous construisons une vie ensemble, mais restons fondamentalement séparés. » Et elle le regarda poser sa plume avec une précision prudente, regarda les murs s'élever dans son expression, même si elle se forçait à continuer de dire des vérités qu'elle était terrifiée d'exprimer. « Je comprends maintenant ce que vous craignez, » dit-elle, se levant, car elle ne pouvait rester assise pour ce qu'elle devait dire, se déplaçant pour se tenir devant le feu, où sa chaleur pourrait apaiser le froid, qui n'avait rien à voir avec le froid de l'hiver. « Je comprends que la cruauté de votre père vous a appris à craindre votre propre capacité à faire du mal, que vous croyez que désirer quelqu'un de trop vous transformera d'une manière ou d'une autre en le monstre qu'il était. Mais Sébastien, » et ici sa voix se brisa légèrement, mais elle persévéra, car c'était peut-être sa seule chance de l'atteindre. « Je ne suis pas venu à vous avec une fortune, mais je suis venu avec un cœur, je suis venu avec tout moi-même, et vous avez accepté mon utilité et mon partenariat, mais vous n'accepterez pas mon amour. Et je commence à craindre de n'être qu'une autre pièce de la gestion de votre maisonnée, appréciée pour ce que je fais, mais pas pour qui je suis, pas pour la femme qui vous aime si désespérément que c'est devenu une douleur physique dans ma poitrine. » Elle le vit se lever brusquement, vit quelque chose traverser son visage qui ressemblait à de la douleur et du désir entremêlés, et elle se força à soutenir son regard alors qu'elle continuait. « J'étais piégé dans la maison de mon oncle, piégé dans une vie où je n'avais aucune valeur au-delà de l'argent qu'il pouvait extraire de mon existence, et vous m'avez offert une évasion, mais Sébastien, je n'ai fait qu'échanger une sorte de prison contre une autre, et celle-ci est pire, parce que j'aime mon geôlier,
parce que je vois l'homme que vous pourriez être si seulement vous vous le permettiez, parce que j'entrevois votre cœur, puis vous regarde le renfermer à nouveau, et je suis si fatigué d'être tenu à distance par la seule personne dont j'ai jamais vraiment voulu être proche. » Le silence qui suivit ces paroles fut absolu, rompu seulement par le crépitement du feu et le son de leur respiration, et Catherine sentit la pleine vulnérabilité de sa confession s'abattre sur elle comme un poids, sentit la terrible exposition d'avoir mis son cœur à nu devant quelqu'un qui pourrait ne pas le vouloir, et quand Sébastien fit un pas vers elle puis s'arrêta comme s'il se battait contre lui-même, quand elle vit la guerre faire rage dans ses yeux entre le désir et la peur, entre le désir d'atteindre ce qu'elle offrait et la terreur de ce que cela pourrait signifier, elle sentit son fragile espoir commencer à s'effriter, sentit la certitude grandir qu'elle avait trop insisté, trop révélé, et perdu la connexion timide qu'ils avaient réussi à construire. « Je comprends si vous ne pouvez pas me donner ce dont j'ai besoin, » dit-elle doucement, et sa dignité en ce moment de vulnérabilité suprême était peut-être sa plus belle qualité. « Je comprends que vos blessures sont profondes et que la guérison n'est pas simplement une question de vouloir être entier, mais j'avais besoin que vous sachiez que je suis ici, non pas parce que je n'ai nulle part où aller, non pas parce que je suis reconnaissante pour le sauvetage, mais parce que je vous ai choisi et que je continue de vous choisir chaque jour. Et si tout ce que vous pouvez m'offrir est le partenariat et l'amitié, alors je l'accepterai, parce qu'être près de vous, de quelque manière que ce soit, est mieux que d'être sans vous entièrement. Mais je pleurerai toujours ce que nous aurions pu être si vous aviez pu vous permettre de m'aimer comme je vous aime. » Et avec ces mots suspendus dans l'air entre eux, des mots qui semblaient à la fois une confession et un adieu. Catherine se détourna de lui parce qu'elle ne pouvait supporter de voir le rejet dans ses yeux, ne pouvait pas le regarder se retirer à nouveau derrière ces murs soigneusement entretenus, et elle se dirigea vers la porte de la bibliothèque avec autant de grâce qu'elle put en rassembler, bien qu'elle se sentît se briser à l'intérieur, et elle avait presque atteint le seuil quand sa voix l'arrêta, un seul mot brisé, son nom prononcé avec une telle angoisse qu'elle se retourna malgré elle pour le trouver figé près du feu, son visage dépouillé de tout son contrôle habituel, ses poings serrés et son corps entier rigide sous l'effort de contenir la tempête qui faisait rage en lui. Et pendant un long moment, ils se regardèrent simplement à travers l'espace de la bibliothèque, puis sans un autre mot, il se tourna et quitta la pièce, laissant Catherine seule avec le feu mourant et la terrible certitude qu'elle l'avait finalement poussé trop loin, que sa vulnérabilité n'avait pas ouvert son cœur, mais l'avait au contraire conduit plus loin dans l'isolement qu'il semblait déterminé à maintenir. Et elle s'effondra dans le fauteuil qu'il avait quitté et laissa enfin les larmes couler, pleurant, non de colère, mais du profond chagrin d'aimer quelqu'un qui ne pouvait se laisser aimer. Et elle pleura là, seule, jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que le froid commence à s'insinuer dans la pièce. Et elle pensa que c'était peut-être son destin, d'être éternellement à la recherche d'une chaleur qui resterait toujours juste hors de sa portée, d'aimer un homme qui avait choisi sa peur plutôt que son cœur. Et le poids de cette prise de conscience était presque plus qu'elle ne pouvait supporter. Sébastien traversa les couloirs sombres d'Ashbourne sans destination précise, seulement le besoin désespéré d'échapper à la bibliothèque et aux paroles de Catherine qui résonnaient encore à ses oreilles avec une clarté dévastatrice. Et il se retrouva finalement dans son bureau où il avait passé tant d'heures solitaires à gérer ses domaines et à maintenir le contrôle prudent qui avait gouverné sa vie depuis la mort de sa mère. Mais ce soir, ce contrôle s'était brisé comme un cristal fin frappé trop fort, et il se tint près de la fenêtre, regardant les terres sombres de l'hiver, sans rien voir d'autre que le visage de Catherine, alors qu'elle avait confessé son amour et son désespoir, n'entendant rien d'autre que la dignité dans sa voix, alors qu'elle avait mis à nu la vérité qu'il avait été trop lâche pour reconnaître, même à lui-même. « Je n'ai fait qu'échanger une sorte de prison contre une autre,
et celle-ci est pire, parce que j'aime mon geôlier. » Les mots le frappaient à plusieurs reprises comme des coups, et il pressa son front contre la vitre froide, comme si le froid de l'hiver pouvait d'une manière ou d'une autre engourdir l'angoisse qui se propageait dans sa poitrine, la terrible compréhension qu'en sa détermination de ne pas devenir son père, il avait au contraire créé sa propre variété de cruauté, une qui portait le masque de la bienséance et de la protection, mais n'en était pas moins dommageable pour sa douceur. Et il vit avec une clarté brutale qu'il avait sorti Catherine d'une forme de captivité, la maison de son oncle où elle n'était appréciée que pour sa dot volée, et l'avait placée dans une autre où elle était appréciée pour tout, sauf ce qu'elle désirait le plus lui donner, son cœur, son amour, l'intimité qui aurait dû être le fondement de leur mariage, mais qu'il lui avait refusé jour après jour par sa propre peur étouffante. Il pensa à son père, ce tyran froid qui avait épousé sa douce mère pour son énorme fortune, et avait ensuite passé 20 ans à démontrer son mépris pour la femme elle-même, qui avait valorisé la richesse au-dessus de l'humanité et avait lentement empoisonné l'air même d'Ashbourne, de son amertume et de sa cruauté. Et Sébastien avait juré qu'il ne répéterait jamais ce schéma. Avait choisi Catherine spécifiquement parce qu'elle venait sans fortune pour pouvoir se prouver qu'il était différent, qu'il pouvait désirer une femme pour son caractère plutôt que pour sa dot, mais il voyait maintenant, avec une clarté dévastatrice, qu'il avait été si concentré sur le fait de ne pas répéter les péchés spécifiques de son père qu'il n'avait pas vu comment il commettait les siens, comment retenir l'amour et l'intimité était sa propre forme de cruauté, quelles que soient ses intentions, comment sa mère aurait été tout aussi détruite si son père l'avait épousée sans motif mercenaire, mais avait ensuite refusé de l'aimer réellement, car l'absence d'amour était une agonie, qu'elle provienne du mépris ou de la peur. Les heures de cette nuit s'étirèrent sans fin, tandis que Sébastien restait assis dans son bureau obscur, luttant avec des vérités qu'il avait passé des mois à éviter, et il se souvint avec une vivacité douloureuse de la soirée à la résidence Weatherby, où il avait vu Catherine pour la première fois, comment quelque chose dans sa dignité tranquille et son intelligence naturelle avait dépassé toutes ses défenses soigneusement construites, et l'avait fait désirer d'une manière qu'il ne s'était pas permis de désirer quoi que ce soit depuis des années, comment il avait enquêté sur sa situation par des canaux discrets et appris le vol de son oncle et sa situation désespérée, et s'était dit qu'il lui offrait un arrangement pratique, alors que la vérité était qu'il la voulait depuis cette première conversation sur la philosophie et la littérature. La voulait avec une intensité qui le terrifiait précisément parce qu'elle lui rappelait trop la façon dont son père avait désiré l'argent de sa mère, et dans sa peur de ce désir, Sébastien l'avait nié, l'avait canalisé dans des formes acceptables de partenariat, de respect et de distance prudente, avait tout donné à Catherine, sauf la seule chose dont elle avait réellement besoin, son cœur offert librement, sans l'armure d'autoprotection, qu'il avait gardée en sécurité, mais l'avait aussi gardée seule. Il pensa à sa mère dans ces dernières semaines, avant que la maladie ne l'emporte, comment elle l'avait appelé à son chevet, avait pris sa main avec sa force défaillante et avait dit avec une urgence désespérée : « Ne laisse pas le poison de ton père détruire ta capacité au bonheur, ne laisse pas sa cruauté t'apprendre à être cruel en retour. Même si cette cruauté n'est que contre toi-même, promets-moi que tu te laisseras aimer quelqu'un, Sébastien. Promets-moi que tu ne passeras pas ta vie aussi seul que je l'ai été. » Et il avait promis, bien qu'il n'eût pas vraiment compris ce qu'elle demandait, n'avait pas réalisé que se protéger de la douleur signifiait aussi se protéger de la joie, et il savait avec une certitude écrasante que si elle pouvait le voir maintenant, elle reconnaîtrait dans sa distance prudente le même manque d'amour qui avait détruit son propre mariage, verrait qu'il avait rompu sa promesse non pas en devenant son père, mais en devenant l'extrême opposé, en choisissant l'isolement
plutôt que le risque de causer du tort. Alors que la nuit avançait lentement vers l'aube, Sébastien resta assis, la tête dans les mains, et se força à regarder vraiment ce qu'il avait fait, se força à voir Catherine non pas comme il s'était dit de la voir, une partenaire, une duchesse capable, une femme qu'il respectait, mais comme elle était réellement, la femme qui avait transformé Ashbourne par sa compétence tranquille et son soin sincère, qui avait gagné l'amour de chaque tenancier et serviteur par simple gentillesse, qu'il avait regardé dans la bibliothèque avec des larmes coulant sur son visage et avait confessé qu'elle l'aimait malgré toutes les raisons de ne pas le faire, qui était venu à leur mariage sans rien et avait tout donné et n'avait demandé qu'une seule chose en retour, la seule chose qu'il avait été trop effrayé pour offrir. Et il comprit enfin que Catherine ne ressemblait en rien aux chasseuses de fortune que son père avait toujours craint de voir se cacher derrière chaque sourire féminin, qu'elle l'avait choisie alors qu'elle n'avait absolument rien à gagner, était restée avec lui pendant des mois de son retraite émotionnelle, l'avait aimé non pour son titre ou sa richesse, mais pour l'homme qu'elle voyait d'une manière ou d'une autre sous toutes ses défenses prudentes, et la question qui le tourmenta pendant ces heures sombres n'était pas de savoir si elle méritait son amour, elle le méritait si clairement, mais s'il avait le courage de le lui donner, s'il pouvait démanteler les murs qu'il avait si soigneusement construits pendant tant d'années et risquer la vulnérabilité que l'amour exigeait. Risquer la possibilité de devenir quelque chose qu'il craignait ou de perdre ce qu'il aimait, ou simplement d'échouer à quelque chose qui importait plus que tout n'avait jamais importé auparavant. L'aube vint lentement, la lumière d'hiver rampant sur les terres et à travers les fenêtres du bureau, et Sébastien la regarda venir avec des yeux qui brûlaient d'insomnie et des larmes qu'il s'était finalement permis de verser, et il pensa à Catherine, probablement dans ses appartements, se demandant si elle avait détruit la fragile connexion qu'ils avaient construite, croyant probablement que sa confession l'avait fait fuir, alors que la vérité était que ses mots avaient été le cadeau le plus précieux que quiconque lui ait jamais offert, et il sut avec une clarté absolue, née de cette longue nuit sombre, qu'il devait trouver le courage que sa mère l'avait supplié d'avoir, devait risquer la vulnérabilité qui le terrifiait, devait aller voir Catherine et lui offrir non pas le partenariat prudent qu'il avait maintenu pendant des mois, mais la vérité entière de son cœur, avec toutes ses blessures, ses peurs et son désir désespéré, car l'alternative était de continuer cette demi-vie qui ne le protégeait de rien d'autre que du bonheur, et les condamnait tous deux à la même existence froide qui avait détruit le mariage de ses parents. Et il ne pouvait pas, ne voulait pas, faire cela à Catherine ou à lui-même plus longtemps, et ainsi, alors que le soleil se levait enfin au-dessus de l'horizon, jetant une lumière dorée pâle sur les terres couvertes de givre, il se leva de sa chaise avec une résolution s'installant sur lui comme une armure d'un autre genre, celle qui rendait vulnérable plutôt que défendu, et il sortit de son bureau, sachant que ce qu'il s'apprêtait à faire le terrifiait plus que tout ce qu'il avait jamais tenté, mais sachant aussi que certains risques valaient de la peine d'être pris, que certains amours valaient de la peur, et que Catherine ne méritait rien de moins que la pleine vérité de tout ce qu'il avait eu trop peur de reconnaître, même à lui-même. Catherine n'avait pas dormi cette nuit-là, après avoir quitté la bibliothèque. Elle était restée assise sur la banquette de la fenêtre de ses appartements, regardant l'obscurité céder progressivement à l'aube hivernale, tout en se demandant si sa confession lui avait coûté la fragile connexion qu'elle et Sébastien avaient construite au fil de ces mois, et elle se sentait vidée par le chagrin et la vulnérabilité, par la terrible exposition d'avoir mis son cœur à nu pour ensuite le voir s'éloigner, et lorsque le doux coup fut frappé à la porte de sa chambre juste après le lever du soleil, elle supposa que c'était sa femme de chambre et l'autorisa à entrer sans se détourner de la fenêtre, mais les pas qui traversèrent son salon étaient plus lourds que la démarche légère de Mary, et quand elle se retourna avec une surprise qui se transforma instantanément en choc, elle trouva Sébastien debout dans l'embrasure de sa porte, la bienséance maintenue par la porte ouverte et l'heure matinale où les serviteurs se déplaçaient dans les couloirs,
mais l'intimité indubitable dans sa présence dans cet espace des plus privés. Et sa vue lui vola ce qui restait de son sang-froid, car il semblait n'avoir pas dormi du tout, ses cheveux sombres en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises, son foulard manquant, et de sa chemise ouverte au col dans un état de déshabillé qu'elle ne l'avait jamais vu se permettre, son visage tiré par l'épuisement, mais ses yeux brûlants d'une intensité qui lui coupa le souffle, et il resta là un long moment, la regardant simplement, comme pour mémoriser ses traits, tandis qu'elle restait figée sur sa banquette de fenêtre, incapable de bouger, de parler ou de faire autre chose que de le regarder en retour, son cœur martelant contre ses côtes. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-il enfin, et sa voix était rauque d'insomnie et d'une émotion à peine contenue. « Et j'ai besoin que vous me laissiez tout dire avant de répondre, car si je m'arrête, je n'aurai peut-être pas le courage de continuer. » Et Catherine hocha la tête en silence, alors qu'il s'avançait dans la pièce, mais maintenait une distance prudente, comme s'il craignait que la proximité ne disperse sa résolution. Et elle le regarda se ressaisir visiblement, le regarda prendre une inspiration qui semblait venir du plus profond de son âme, avant qu'il ne commence à prononcer des mots qui allaient tout remodeler entre eux. Ce soir-là, à la résidence Weatherby, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, lorsque nous avons parlé de philosophie et de littérature, et que vous m'avez regardé avec une intelligence si naturelle, quelque chose en moi vous a reconnu comme si j'avais attendu toute ma vie sans savoir ce que j'attendais, dit-il, et ses poings étaient serrés à ses côtés, comme si la tension physique pouvait l'aider à maintenir son contrôle émotionnel. J'ai enquêté sur votre situation par la suite, et je me suis dit que j'étais pratique, que je recueillais simplement des informations sur une alliance potentielle. Mais la vérité est que je cherchais des raisons pour justifier ce que je voulais déjà, c'est-à-dire vous. Et quand j'ai appris le vol de votre oncle et votre situation désespérée, je me suis convaincu que j'offrais un sauvetage, alors qu'en réalité, je créais une opportunité d'avoir ce que je voulais depuis cette première conversation. Et Catherine sentit des larmes commencer à couler sur ses joues, alors qu'il continuait, alors que le contrôle prudent qu'il avait maintenu pendant des mois s'effondrait finalement sous ses yeux. Je vous ai choisi pour votre cœur, votre esprit et votre force tranquille. Je vous ai choisi parce que quelque chose dans votre dignité, malgré des circonstances réduites, parlait à quelque chose en moi que je pensais que la cruauté de mon père avait détruit. Mais j'étais terrifié, Catherine. J'avais si désespérément peur que vous désirez de la façon dont je le faisais, me rendait comme lui, me rendait capable de la même destruction qu'il avait infligée à ma mère. Et donc, je me suis convaincu que la distance était une protection, que si je me maintenais soigneusement contrôlé et que je respectais des limites appropriées, je pourrais prouver que j'étais différent de lui, que je pouvais vous désirer sans vous faire de mal, mais je vois maintenant que j'avais tort. » Et sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, et il se rapprocha d'elle tout en maintenant un espace entre eux, comme s'il devait terminer sa confession avant de s'autoriser le réconfort de la proximité. « J'ai passé ces mois à vous donner tout sauf ce dont vous aviez réellement besoin, vous offrant le partenariat, le respect et une courtoisie prudente, tout en retenant la seule chose qui comptait, qui était mon cœur donné librement. Et la nuit dernière, lorsque vous vous teniez dans la bibliothèque et que vous m'avez dit que vous aviez échangé une prison contre une autre, lorsque vous avez dit que vous aimiez votre geôlier, j'ai enfin compris qu'en essayant si désespérément de ne pas répéter la cruauté de mon père, j'avais créé ma propre variété de celle-ci, car retenir l'amour est sa propre forme de mal, quelles qu'en soient les raisons. Et maintenant, il combla la distance entre eux, vint s'agenouiller devant sa banquette de fenêtre pour qu'ils soient face à face, et Catherine put voir les larmes sur son propre visage correspondant aux siennes, put voir la vulnérabilité absolue dans son expression, alors qu'il continuait « Je vous ai choisi pour votre cœur, Catherine, et puis je suis resté distant pour protéger le mien, mais je ne peux plus le faire. Je ne peux plus continuer cette demi-existence
alors que vous m'offrez tout. Et la vérité est que je vous aime depuis des mois. Que je vous aime peut-être depuis cette première soirée, bien que j'ai été trop lâche pour le reconnaître, même à moi-même, et je suis si profondément désolé pour chaque moment où je vous ai fait sentir moins que chérie, alors que vous êtes la chose la plus précieuse de ma vie. Le silence qui suivit ces paroles fut absolu, à l'exception du son de leur respiration et des appels lointains des serviteurs, commençant le travail de la journée. Et Catherine tendit des mains tremblantes pour lui prendre le visage, sentant la rugosité de sa mâchoire non rasée sous ses paumes, voyant l'espoir, la peur et l'amour désespéré dans ses yeux. Et quand elle trouva enfin sa voix, elle ne sortit guère plus qu'un murmure, mais portait le poids de toute l'émotion qu'elle avait réprimée si longtemps. « Je vous aime, Sébastien. Je vous ai aimé à travers votre distance, votre contrôle prudent et votre détermination à vous protéger au détriment de nous deux. Et je vous aimerai à travers tout ce qui viendra ensuite, à travers la vulnérabilité qui vous terrifie, et la guérison qui doit avoir lieu, et tous les jours de notre vie ensemble, si seulement vous me le permettez, si seulement vous acceptez ce que j'ai essayé de vous donner depuis le début, qui est simplement tout ce que je suis. » Et avec ces mots, la dernière barrière entre eux se brisa finalement, et Sébastien la tira de la banquette de fenêtre dans ses bras avec un son qui était moitié rire, moitié sanglot, la tenant comme si elle était quelque chose d'infiniment précieux et d'infiniment fragile. Et Catherine enfouit son visage contre son cou et sentit l'humidité de ses larmes se mêler aux siennes. Et ils s'étreignirent dans la pâle lumière du matin d'hiver, comme s'ils s'étaient tous deux noyés et avaient enfin trouvé la terre ferme. Et pour la première fois depuis le jour de leur mariage, Catherine sentit la pleine vérité de ce que le mariage pouvait être, non seulement un partenariat, mais l'entrelacement complet de deux âmes qui avaient enfin trouvé le courage d'être entièrement elles-mêmes, l'une avec l'autre. Leur premier baiser eut lieu dans cette pâle lumière matinale d'hiver, au son d'Ashbourne qui s'éveillait autour d'eux, et il ne ressemblait en rien à ce que Catherine avait imaginé pendant tous ces mois solitaires. Il ne fut ni passionné, ni désespéré, mais plutôt tendre, hésitant et infiniment précieux, comme quelque chose de trop fragile pour être précipité. Et Sébastien tenait son visage entre ses mains, avec une révérence qui lui serra le cœur, alors qu'il abaissait sa bouche sur la sienne, avec une douceur qui parlait à la fois de désir et de retenue, de la vouloir entièrement tout en honorant la nouveauté de cette vulnérabilité entre eux. Et lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, Catherine sentit quelque chose de fondamental basculer dans le monde, sentit les derniers murs entre eux se dissoudre comme la brume matinale sous le soleil, et le baiser avait le goût des larmes, de l'espoir et du commencement de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient cru mériter, mais qui les avait trouvés malgré tout, en dépit de toute leur défense. Quand ils se séparèrent enfin, Sébastien appuya son front contre le sien et laissa échapper un souffle qui sonnait comme un soulagement après des années de retenue, et Catherine pouvait le sentir trembler légèrement, comme si l'ampleur de ce qui s'était passé entre eux avait ébranlé quelque chose qui l'avait gardé étroitement lié pendant bien trop longtemps, et elle leva la main pour passer ses doigts dans ses cheveux sombres en désordre et murmura « Nous allons très bien nous en sortir, vous savez ». Et elle sentit plutôt qu'elle ne vit son sourire contre sa tempe, alors qu'il la serrait plus fort et murmurait « Oui, je crois que nous le pourrions bien, même si je n'ai aucune idée de comment faire cela, comment être ce que vous méritez. » Et Catherine se recula juste assez pour croiser ses yeux avec une conviction ferme et répondit « On l'apprend de la même manière que j'apprends à être une duchesse, en essayant, en échouant et en essayant à nouveau, ensemble. » Ils passèrent cette matinée dans le salon de Catherine en respectant scrupuleusement les convenances. La porte resta ouverte et Mary apporta du thé à intervalles appropriés, bien que le sourire entendu de la femme de chambre suggéra que le personnel de la maison était conscient que quelque chose d'important avait changé.
et ils parlèrent avec le genre d'honnêteté qui aurait peut-être dû précéder leur vœu de mariage, mais qui arrivait maintenant comme un cadeau que ni l'un ni l'autre n'avait su demander. Et Sébastien lui parla des derniers jours de sa mère, de la promesse qu'il avait faite et de la terrible méprise qu'il avait eue sur ce qu'elle lui demandait. Et Catherine parla du mariage aimant de ses parents et de la façon dont leur mort l'avait laissée non seulement endeuillée, mais détachée de tout sentiment de sa propre valeur, comment le vol de son oncle avait semblé confirmer qu'elle n'avait de valeur qu'à travers l'argent qu'elle pouvait apporter, et tandis qu'ils partageaient ses blessures l'un avec l'autre, la lumière du matin se renforça, le soleil d'hiver monta plus haut, et peu à peu, le terrible isolement qui les avait tous deux entourés commença à se lever comme une fièvre qui tombe. « Je veux vous faire la cour comme il se doit, » dit soudain Sébastien, alors que l'horloge de la cheminée sonnait midi. Et Catherine le regarda avec une confusion qui se transforma en émerveillement, alors qu'il continuait. « Je sais que nous sommes déjà mariés. Je sais que les convenances disent que la cour aurait dû précéder les vœux. Mais je veux faire cela correctement, Catherine. Je veux vous donner la romance et l'attention que vous auriez dû avoir depuis le début. Je veux apprendre vos choses préférées, vous apporter des fleurs, me promener avec vous dans les jardins, et mériter votre amour plutôt que de simplement l'accepter, comme si j'y avais un quelconque droit. » Et Catherine sentit les larmes menacer à nouveau face à la sincérité de sa voix, face à cet homme fier qui avait passé des mois à maintenir un contrôle prudent et qui demandait maintenant la permission de courtiser sa propre femme, et elle prit sa main, la pressa contre sa joue et dit « Vous avez déjà mon amour, Sébastien. Vous l'avez depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mais oui, recommençons. Construisons ce que nous aurions dû construire depuis le début. Un mariage basé, non sur un arrangement ou un sauvetage, mais sur un partenariat authentique, de l'affection et une honnêteté absolue. » Ce soir-là, ils se promenèrent ensemble dans les jardins d'hiver d'Ashbourne, alors que le soleil se couchait dans des teintes brillantes d'or et de rose sur les terres couvertes de givre, et ils marchaient main dans la main, ce qui était une chose si simple, mais qui semblait révolutionnaire après des mois de distance prudente. Et Sébastien lui montra les endroits où sa mère avait autrefois cultivé des roses et où il espérait restaurer les jardins au printemps. Et Catherine partagea ses idées pour agrandir les chaumières des tenanciers et établir une petite école pour les enfants, et la conversation coulait facilement entre les questions pratiques et les révélations personnelles, entre un silence assez confortable pour simplement exister ensemble et des mots qui construisaient la compréhension entre eux. Et quand ils passèrent devant un banc surplombant l'étang ornemental gelé, Sébastien l'attira pour s'asseoir à ses côtés, enroula son grand manteau autour de ses épaules pour la protéger du froid, et dit doucement « Je veux que vous sachiez qu'à partir de ce moment, vous êtes ma véritable partenaire en tout, pas seulement pour les affaires domestiques, mais aussi pour les décisions du domaine, la planification financière et tous les aspects de notre vie ensemble. Je ne vous cacherai rien, et j'apprécierai votre conseil par-dessus tous les autres, et j'espère que vous me pardonnerez un jour les mois que j'ai perdus dans la peur, alors que j'aurais pu avoir ceci, vous avoir, nous avoir. » Catherine s'appuya contre son épaule, regarda leur souffle formé de la buée dans l'air froid, et sentit le bonheur se répandre dans sa poitrine comme la chaleur d'un feu soigneusement entretenu, et elle réalisa qu'elle riait. Un rire silencieux né non de l'humour, mais d'une joie pure face à l'étrangeté et à la beauté de la transformation complète de sa vie en l'espace d'une seule nuit et d'un seul matin. Et Sébastien baissa les yeux sur elle avec une adoration si ouverte qu'elle lui coupa le souffle, et elle attira sa tête vers elle pour l'embrasser à nouveau, là dans les jardins d'hiver, alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus d'eux et ce baiser était moins hésitant que le premier, portait plus de promesses et de passion tout en maintenant cette tendresse sous-jacente qui caractérisait tout entre eux maintenant. Et quand ils retournèrent enfin au manoir, alors que l'obscurité tombait, ils le firent enlacer, et avec l'affection facile d'amants
qui avaient enfin trouvé le chemin de leur foyer, l'un vers l'autre, après avoir erré trop longtemps, séparément, dans le froid. L'hiver se fondit dans le printemps, et avec lui, le dernier givre entre eux, et ces mois devinrent une saison de transformation plus profonde qu'un simple changement de temps. Alors que Catherine et Sébastien découvraient ce que leur mariage pouvait être lorsqu'il était construit sur les fondations de l'honnêteté absolue et d'un amour librement donné plutôt que sur une distance prudente et une retenue protectrice. Et Sébastien tint parole en lui faisant la cour comme il se doit, lui apportant des fleurs de la serre chaque matin, d'abord les bulbes forcés de la fin de l'hiver, puis les premières roses à mesure que la saison avançait, et laissant des livres de poésie sur son bureau avec des passages marqués qui parlaient de choses qu'il trouvait encore difficiles à dire à voix haute. Et Catherine répondait en nature avec de petits gestes d'affection qui le ravissaient précisément parce qu'ils étaient inattendus. Pressant des fleurs séchées dans sa correspondance ou laissant des notes dans son bureau qu'il trouverait des heures plus tard et qui ne manquaient jamais de le faire sourire. Et peu à peu, la politesse prudente qui avait caractérisé leurs premiers mois ensemble céda la place à quelque chose de bien plus précieux, qui était l'intimité facile de deux personnes apprenant à être complètement elles-mêmes, l'une avec l'autre, sans crainte de jugement ou de rejet. Ils ouvrirent l'aile verrouillée ensemble par un matin radieux de mars, lorsque la lumière du soleil inondait des fenêtres qui avaient été fermées pendant des années. Et Catherine se tint aux côtés de Sébastien, alors qu'il regardait le portrait de sa mère avec des larmes sur son visage, et disait doucement qu'il voulait transformer ces pièces d'un sanctuaire de deuil en quelque chose qui honorait la joie, quelque chose qui regardait vers l'avenir plutôt que le passé. Et ainsi, ensemble, ils commencèrent le travail de conversion de l'espace en une nurserie et des chambres attenantes, choisissant du papier peint aux motifs joyeux et commandant des meubles qui parlaient d'espoir plutôt que de chagrin. Et Sébastien impliqua Catherine dans chaque décision, comme si son opinion n'était pas seulement appréciée, mais essentielle, et elle le regarda relâcher progressivement l'emprise que la cruauté de son père avait maintenue sur sa vie, et le vit devenir l'homme que sa mère avait toujours cru qu'il pouvait être, quelqu'un capable de tendresse sans honte et d'amour sans retenue. Sébastien écrivit à sa sœur Béatrice, avec qui il avait laissé la distance s'installer après la mort de leur mère, et Catherine s'assit avec lui alors qu'il composait la lettre avec des mains tremblantes, et admettait qu'il avait eu tort de se retirer de sa famille lorsque le chagrin l'avait submergé. Et lorsque Béatrice répondit avec pardon et joie et la nouvelle qu'elle viendrait en mai, Catherine serra Sébastien dans ses bras alors qu'il pleurait de soulagement. Et quand sa sœur arriva enfin, une femme charmante de 28 ans, avec les yeux sombres de Sébastien et les manières douces de leur mère, Catherine regarda le frère et la sœur réparer ce que des années de douleur et d'évitement avaient fracturé, les regarda rire ensemble, partager des souvenirs et commencer à tisser de nouveaux liens. Et Béatrice prit Catherine à part pendant sa visite et dit, les larmes aux yeux: « Vous m'avez rendu mon frère, vous avez réussi à atteindre des endroits que personne d'entre nous ne pouvait toucher et l'avez ramené à lui-même. » Et Catherine l'embrassa et répondit, « Il s'est sauvé lui-même, il avait simplement besoin de croire qu'il valait la peine d'être sauvé. » Et l'amitié qui se forma entre les deux femmes devint un autre cadeau dans une saison pleine de grâce inattendue. Leur partenariat s'étendit à tous les aspects de leur vie commune, alors que Sébastien tenait sa promesse de ne rien cacher et d'apprécier le conseil de Catherine par-dessus tous les autres, et ils passèrent de longues soirées à examiner les comptes du domaine, à planifier des améliorations pour les propriétés des tenanciers et à discuter d'investissements et d'œuvres de charité, et Catherine découvrit qu'elle avait une aptitude naturelle pour les aspects administratifs de la gestion d'un grand domaine, et que Sébastien se délectait de ses suggestions et les mettait en œuvre avec enthousiasme, et ensemble, ils créèrent une école pour les enfants des tenanciers, agrandirent la clinique du domaine et mirent en place un système de soutien pour les familles pendant les saisons difficiles. Et les gens d'Ashbourne
répondirent à leur duchesse avec une profonde affection, car elle avait prouvé qu'elle n'était pas seulement intéressée par leur bien-être, mais véritablement engagée dans leur épanouissement. Et quand elle et Sébastien parcouraient le domaine ensemble, les tenanciers les saluaient de la main et de la voix, et Catherine ressentait une gratitude immense pour cette vie dans laquelle elle était tombée, alors qu'elle ne s'attendait qu'au devoir et à l'obligation. L'intimité physique entre eux se développa avec la même tendresse qui caractérisait tout dans leur mariage transformé, et Sébastien était maintenant démonstratif dans son affection, comme pour rattraper les mois de distance prudente, cherchant sa main pendant le dîner, lui embrassant la tempe en la croisant dans les couloirs et la prenant dans ses bras dans la bibliothèque quand ils étaient seuls, et leur nuit de noces arriva avec des mois de retard, mais avec toute la douceur et la passion que Catherine n'avait pas osé espérer, et après, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité des appartements de Sébastien, qui étaient devenus leurs appartements communs, alors que toute prétention de séparation se dissolvait, il murmura contre ses cheveux qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir être aussi heureux, qu'elle lui avait donné quelque chose dont il ne savait pas qu'il manquait, qui était simplement la liberté d'aimer sans peur. Et Catherine se serra contre lui et se sentit complète d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de ses parents, sentit enfin qu'elle avait trouvé un foyer non seulement dans un lieu, mais dans une personne. Et le bonheur qui s'installa sur Ashbourne ce printemps-là était palpable pour tous ceux qui en furent témoins. Le genre de joie qui ne vient pas de l'absence de lutte, mais de la victoire durement gagnée, de choisir la vulnérabilité plutôt que la sécurité, et la connexion plutôt que l'isolement. Et Sébastien et Catherine comprirent tous deux qu'on leur avait donné quelque chose de précieux et de rare, qui était une seconde chance de construire leur mariage correctement, après l'avoir presque détruit par la peur et la distance protectrice. Et ils étaient déterminés à ne pas gaspiller un seul instant du cadeau qui leur avait été accordé. L'intrusion eut lieu par un après-midi doré de fin mai, alors que les pommiers étaient en pleine floraison, et que Catherine examinait les comptes de la maison dans le petit salon, les fenêtres ouvertes à la brise du jardin, et elle entendit l'agitation dans le hall d'entrée avant de le voir, la voix de son oncle, élevé d'indignation et de suffisance, exigeant de voir sa nièce immédiatement, comme s'il avait le moindre droit sur son temps ou sa présence après ce qu'il avait fait. Et Catherine sentit son corps se glacer, puis s'embraser, alors qu'elle se levait de son bureau avec des mains qui voulaient trembler, mais qu'elle força à rester ferme. Et elle arriva dans le hall d'entrée pour trouver l'oncle Edmund en train de se disputer avec Pemberton, le majordome, tout en ayant l'air aussi rougeaud et dissipé qu'elle s'en souvenait, peut-être même plus, avec des capillaires éclatés sur le nez et les signes indubitables d'un homme dont les vices le détruisaient de l'intérieur. « Oncle Edmund, » dit Catherine, avec un calme qu'elle ne ressentait pas. Et il se tourna vers elle avec ce faux sourire qui l'avait autrefois fait se sentir obligé et coupable, mais qui maintenant ne faisait que la mettre en colère, et il commença à parler rapidement des obligations familiales, de ses droits en tant que tuteur et de la façon dont elle lui devait une compensation pour les années où il l'avait logée et nourrie. Et Catherine resta parfaitement immobile et sentit la vieille peur familière essayer de se réaffirmer. L'impuissance apprise de ces terribles mois dans sa maison où elle avait été entièrement à sa merci. Mais alors, elle sentit la présence de Sébastien derrière elle. Il était venu de son bureau dès que Pemberton avait envoyé un message, et sa main se posa au creux de son dos en un soutien silencieux. Et soudain, la peur se dissipa comme un brouillard matinal sous le soleil. La voix de Sébastien, quand il parla, était plus froide que Catherine ne l'avait jamais entendue, contenant toute l'autorité aristocratique de générations de ducs, combinée à la fureur à peine contenue d'un homme protégeant ce qu'il aimait. Et il dit « Vous n'avez aucun droit ici, Hartwell, aucune revendication sur ma femme ou ma maison, et vous expliquerez votre présence immédiatement, ou vous serez expulsé de force. »
et la fanfaronnade de l'oncle Edmund vacilla légèrement avant qu'il ne se reprenne, ne sorte des papiers de son manteau et ne déclare que le contrat de mariage de Catherine avait été invalide sans son approbation en tant que tuteur, qu'il exigeait une compensation financière pour rupture de contrat, et que si Sébastien ne payait pas, il créerait un scandale qui nuirait irrémédiablement à leurs deux réputations. Catherine regarda l'expression de Sébastien se transformer en quelque chose qui aurait pu l'effrayer si elle avait été dirigée contre elle plutôt que contre son oncle, et il dit avec un calme mortel « Je me demandais quand vous feriez cette tentative, c'est pourquoi j'ai pris la liberté de faire enquêter sur vous il y a 6 mois, et ce que j'ai découvert fut des plus éclairants. Des preuves de vol systématique de l'héritage de votre nièce, des dettes de jeu frauduleuses à son nom, la falsification de la signature de votre défunt frère sur plusieurs documents, et assez d'activités criminelles pour vous voir déporté sinon pendu. » Et le visage de l'oncle Edmund passa du rougeau au cendré, tandis que Sébastien continuait. « Voici donc le choix qui s'offre à vous. Vous signerez des documents renonçant à toutes les revendications sur Lady Catherine et son héritage, vous quitterez l'Angleterre de façon permanente pour le continent, avec une petite allocation suffisante pour vous maintenir dans un confort modeste, et vous ne contacterez plus jamais ma femme, où je remettrai ses preuves au magistrat, et vous ferez face à des poursuites pour fraude et vol, et passerez ce qui reste de votre misérable vie en prison, ou sur un navire de transport vers l'Australie. » Catherine s'avança alors, et elle sentit la force que ces mois à Ashbourne avaient bâtie en elle, la certitude de sa propre valeur que l'amour de Sébastien avait restaurée. Et elle regarda l'homme qui l'avait volée, diminué, et fait se sentir sans valeur, et dit clairement « Vous m'avez dit que je n'avais de valeur qu'à travers l'argent que mes parents avaient laissé, que j'étais un fardeau, que vous portiez par obligation. Mais vous aviez tort. J'avais de la valeur alors, et j'ai de la valeur maintenant, non pas à cause d'un quelconque héritage, mais à cause de qui je suis. Et je ne vous permettrai plus jamais de me faire sentir petite, je ne vous donnerai pas ce pouvoir. » Et elle vit quelque chose vaciller dans les yeux de son oncle, qui aurait pu être de la honte, avant que l'égoïsme habituel ne se réaffirme. Les documents furent signés dans l'heure sous la supervision sévère de l'avocat de Sébastien qui avait été convoqué du village, et l'oncle Edmund quitta Ashbourne dans une voiture de location, l'air diminué et vaincu, et Catherine se tint sur les marches avec le bras de Sébastien autour de sa taille et le regarda disparaître le long de l'allée et sentit quelque chose de fondamental basculer dans sa poitrine, sentit les dernières chaînes de son passé se briser. Et quand la voiture disparut enfin de vue, elle se tourna vers Sébastien et dit « Merci de m'avoir protégé, mais merci encore plus de m'avoir donné la force de me protéger moi-même. » Et il la serra contre lui embrassa le front et répondit « Vous avez toujours eu cette force, ma chérie. Vous aviez simplement besoin de vous en souvenir, et je suis honoré de me tenir à vos côtés, alors que vous reprenez tout ce qu'il a essayé de voler. Non seulement l'argent, mais le sentiment de votre propre valeur. » Din.